Alors que la foudre déchire un ciel sombre et orageux, un nouveau voyage commence sous un voile de mauvais présages. Chevauchant dans la nuit, un homme cheval jure alors que sa monture devient difficile à contrôler. L'un de ses compagnons remarque le ciel menaçant, tandis qu'un autre homme crie d'urgence qu'ils sont près du marais des bêtes démoniaques et doivent s'échapper rapidement. Alors qu'un homme se plaint que la princesse est une ferraille inutile, un autre le fait taire, mais à l'intérieur de la calèche, la princesse aux cheveux roses a déjà entendu ces mots cruels. Identifiée comme la princesse Annette Hayworth, elle est assise seule, reconnaissant sombrement en elle-même que l'évaluation de l'homme n'était peut-être pas fausse. Une carte révèle leur périlleux itinéraire à travers le marais des bêtes démoniaques, une zone frontalière perfide séparant les terres d'Arcan et de Hayworth de l'Empire Baendor. Le récit avertit que le sang des bêtes démoniaques habitant cette terre est un poison mortel pour les humains. Ceux qui sont exposés au sang des bêtes meurent, sont horriblement défigurés ou nécessitent une purification au temple, faisant de ces créatures une source constante de terreur. Un souvenir chaotique de personnes hurlant et fuyant dans la terreur défile. Dans un flashback, Annette se souvient d'avoir été ostracisée comme la semence d'une bête démoniaque et de n'avoir jamais été traitée comme une véritable princesse. Elle se souvient amèrement d'avoir été enfermée dans une pièce sale, laissée pour morte par sa propre famille. Pour survivre, elle est devenue chevalier, mais une ancienne blessure l'a forcée à abandonner l'épée sur laquelle elle avait compté pendant des années. Son désespoir s'accentue alors qu'elle considère son destin actuel, être vendue dans un mariage politique. Une voix de son passé résonne, refusant catégoriquement d'épouser un monstre. La scène se déplace vers l'opulent palais du royaume de Hayworth. La reine Esther Hayworth exhorte doucement une jeune fille nommée Bridget à reconsidérer la proposition de mariage, insistant sur le fait que ce n'est pas une mauvaise chose. Bridget pique une crise devant ses parents, hurlant qu'elle refuse d'épouser quelqu'un dont le visage est réputé hideux. Identifiée comme la demi-sœur d'Annette, Bridget Hayworth hurle son refus. Le roi Justine Hayworth soupire, là des crises de colère de sa fille. Alors qu'Annette, maintenant dans la salle du trône, commence un salut formel, le roi l'interrompt impatiemment et lui dit d'aller droit au but. Le roi annonce que le puissant Empire Arcan a proposé une alliance, laissant Annette stupéfaite par la nouvelle. Il explique que l'alliance pourrait leur apporter l'aide nécessaire pour se défendre contre l'Empire Baendor, toujours aux aguets. Annette est choquée d'apprendre que l'alliance matrimoniale est pour elle et le grand-duc Arzan, et non pour sa sœur Bridget. Dans une scène distincte, la reine Esther ricane, remarquant avec indifférence qu'il est préférable pour Annette blessée d'être utile en épousant le grand-duc plutôt que d'être une parasite. Le poids de sa situation frappe Annette, alors qu'elle comprend enfin les intentions cruelles de sa famille. Une image représente le grand-duc à son apogée, un bel homme blond encadré d'or. Le portrait est ensuite montré éclaboussé de sang, expliquant que la beauté du grand-duc a été perdue à cause du sang d'une bête démoniaque, le forçant à cacher son visage désormais hideux derrière un masque. Annette reconstitue l'histoire, réalisant que la reine Esther, avide de pouvoir, a dû initialement tenter de marier Bridget. Elle en conclut que lorsque Bridget a découvert que son potentiel partenaire était le grand-duc défiguré, elle a piqué une crise, forçant la famille à trouver un remplaçant. Retournant sa conversation avec le roi, Annette demande discrètement si c'est un ordre, et il confirme froidement qu'il ne demande pas son avis. La reine Esther dit Bridget qu'Annette pourrait en venir aimer l'Empire Arcan. Mais Bridget fait remarquer que l'alliance exige une princesse de sang noble. Avec un sourire narquois, Bridget nargue sa sœur, affirmant que n'importe qui peut voir qu'Annette est loin d'être noble. Annette se retourne et s'éloigne, le dos tourné à la cour royale. La scène transite vers le bruissement des feuilles d'une forêt sombre la nuit. Seule dans sa calèche, Annette décide que pour la sécurité de son royaume, elle doit faire en sorte que l'alliance réussisse, quelle que soit la réputation du grand-duc. Ses yeux rouges brillent de détermination alors qu'elle jure de faire de son mieux. Soudain, la vitre de la calèche se brise violemment. Annette trouve une flèche fige dans la paroi de la calèche, remarquant son fût rouge distinctif et son empennage large. Elle reconnaît instantanément la flèche comme appartenant à l'Empire Baendor. Tenant la flèche, elle se demande comment leur ennemi a pu connaître son voyage secret, soupçonnant une attaque surprise. Ses pensées sont interrompues par un cri frénétique venant de l'extérieur, avertissant que des bêtes démoniaques sont apparues. Le chaos extérieur s'intensifie. La calèche renversée, un garde réalise qu'ils ont été pris dans une embuscade coordonnée de flèches de Baendor et de bêtes démoniaques. Les yeux d'Annette s'écarquillent, alors qu'elle prend conscience du tournant soudain et violent des événements. Une bête démoniaque massive, cornue,
et aux yeux rouges luisants, se jette directement sur elle. Alors qu'un homme gisait ensanglanté sur le sol, il suppliait faiblement 2 bêtes démoniaques qui approchaient de rester à l'écart. Ailleurs, un autre homme est acculé par 3 bêtes et crie à l'aide. Dans un clair de lumière rouge, une bête démoniaque est proprement tranchée en 2. Un domestique regarde sous le choc alors qu'Annette se tient calmement au milieu du carnage, sa main dégoulinante de sang. Alors qu'Annette s'éloigne des bêtes massacrées, sa robe tachée de cramoisi, un domestique terrorisé l'appelle pour qu'elle attende. Le visage maculé de sang, Annette jure, réalisant que le danger n'est pas terminé, car d'autres bêtes pourraient rôder à proximité. Entourée de créatures ressemblant à des loups abattus, elle les identifie comme des bêtes démoniaques de haut rang. Gisant blesse, elle tend la main vers une flèche, déplorant de n'avoir ni épée ni allié pour l'aider. Elle reconnaît un autre handicap, être forcée de combattre avec sa main gauche non dominante. Dans un flou de mouvement, elle se prépare à agir malgré les obstacles. D'un geste déchirant un morceau de sa robe imbibée de sang, elle se résout à combattre les bêtes, mains nues. Sa détermination est alimentée par une seule pensée, elle ne peut pas permettre que cette alliance échoue. Tandis que la nuit s'assombrit, elle réalise que l'essaim de bêtes ressemble moins à une rencontre aléatoire qu'à une attaque ciblée. Soudain, une chaleur brûlante parcourt son corps, son propre système se retournant contre elle. Un jeune homme encapuché aux cheveux sombres remarque quelque chose d'inattendu au loin. Aux portes imposantes de l'Empire Arcan, les gardes lancent un défi sec exigeant une identification. Puis, épuisée et ensanglantée, Annette lève les yeux avec soulagement, réalisant qu'elle a finalement atteint les portes de l'Empire Arcan avec son message urgent. Dans l'obscurité de la forêt, elle se tient seule au-dessus des corps de ses serviteurs tombés. La scène se déroule dans une pièce lumineuse et ensoleillée, loin de la sombre forêt. Ses yeux rouges s'ouvrent, contemplant le nouvel environnement paisible. En se réveillant, elle se retrouve une petite enfant dans une chambre somptueuse, se demandant s'il s'agit du palais impérial. Elle déduit rapidement que sa présence ici signifie que le contrat de mariage a été officiellement accepté. Mais alors qu'elle essaie de réfléchir, elle est choquée d'entendre une voix d'enfant, réalisant que quelque chose ne va pas du tout. Fixant ses petites mains et son apparence enfantine, elle est complètement déconcertée par sa transformation. Son esprit vacille sous le choc absolu face à cette situation impossible. Un flashback révèle sa naissance. Le roi recule d'horreur, se demandant comment une enfant bête démoniaque aux cheveux rouges a pu naître de la reine aux cheveux d'argent. Avec des yeux aussi rouges que ceux d'une bête, le bébé est perçu comme un présage, et les servantes ne peuvent que s'excuser en insinuant que la reine est décédée. Le roi est accablé de chagrin tandis que la narration confirme que la reine est décédée peu après l'accouchement. Enragé par sa perte, le roi refusa de reconnaître la jeune fille comme sa fille, lui tournant complètement le dos. Le roi sombre dans le désespoir, croyant que les cheveux et les yeux rouges de la princesse sont une malédiction qui mènera sa famille à la ruine. Il noie son chagrin dans l'alcool, se demandant si la reine a été souillée par une bête tout en négligeant ses devoirs royaux. Une main douce touche son épaule, interrompant sa spirale infernale. Une servante au sourire malicieux, aux cheveux châtain roux, intervient pour consoler le roi affligé, y voyant son opportunité. Le roi Comna effaçait systématiquement chaque souvenir de sa défunte reine, y compris leur propre enfant. Un officiel annonce le décret du roi. Le prince Franz doit être relogé hors de son palais. Une servante tenant la princesse nouveau-née exprime son inquiétude, arguant que reloger le jeune prince fragile le mettrait en danger. Le jeune garçon est identifié comme Franz Haworth, le fils aîné de la défunte reine et le frère aîné d'Annette. Le jeune Franz dit courageusement à une femme nommée Sarah de ne pas s'inquiéter pour lui, la suppliant de s'occuper plutôt de sa sœur nouveau-née. Profondément émue, Sarah serre le bébé contre elle, le cœur déchiré par le sort du jeune prince. L'officiel désigne froidement le bébé comme l'engeance de la bête rouge et ordonne qu'elle soit enfermée, exigeant que Sarah la remette. Sarah serre la princesse avec défi, jurant de la protéger, et devient ainsi sa seule gardienne et nourrice. Des années plus tard, Sarah, devenue sa nourrice, veille sur une jeune Annette au lit, qui l'interpelle en somnolant. Blottie dans la peur, Annette confesse avoir entendu les murmures la qualifiant de semence de bête, et s'inquiète de pouvoir un jour blesser la seule personne qui se soucie d'elle. Sa nourrice lui prend fermement les mains, la rassurant que de telles pensées ne sont pas vraies. Avec un doux sourire, elle dit à la princesse d'oublier les cruelles rumeurs, insistant sur le fait qu'elle n'est pas un monstre. Mais la gentillesse de sa nourrice ne put la sauver. Un simple rhume, laissé sans traitement par négligence, se transforma en pneumonie fatale, laissant une jeune Annette pleurer seule.
Des années plus tard, résolue, Annette décide qu'elle préférerait mourir en quête d'une vie significative plutôt que de dépérir dans l'isolement. Elle s'agenouille devant la cour, s'adressant formellement au roi pour faire sa requête. Elle supplie de rejoindre la campagne de subjugation des bêtes, mais le roi se moque intérieurement de sa demande. Il considère froidement qu'il serait préférable qu'elle meure au combat plutôt que de rester un fardeau, une pensée qu'Annette semble percevoir. Et ainsi, contre toute attente, la princesse rousse rejoignit la campagne de subjugation des bêtes. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle meure, mais elle revint vivante, révélant une force, une résilience et une habileté tactique incroyables. Elle devint une légende, saluée comme la plus grande pisteuse du continent, une guerrière apparemment maudite et dotée de pouvoir par les bêtes mêmes qu'elle chassait. Le souvenir de son passé s'estompe, la ramenant au présent. Consciente de sa nouvelle forme, elle examine ses mains, s'émerveillant de leur incroyable petitesse. Elle se pince les joues, surprise par la douceur de sa propre chair. Grimante de douleur, elle réalise que sa prise reste forte et se demande ce qui est arrivé à son corps. Elle lève les yeux, choquée, vers un homme blond à l'allure royale et une femme aux cheveux violets, se demandant qui ils sont. La femme aux cheveux violets s'adresse à la jeune fille en tant que Lady Hayworth, surprise qu'elle soit si vieille, tandis que l'homme blond suggère d'appeler le médecin impérial. Faisant une révérence formelle, la jeune fille rousse se présente comme Annette Hayworth, saluant leurs majestés impériales de l'Empire Arcan. L'homme aux cheveux blonds est identifié comme Tucius Arcan, empereur de l'Empire Arcan, qui observe Annette avec un regard curieux. La femme aux cheveux violets, l'impératrice Charlotte Arcan, dit chaleureusement à Annette de se lever, préoccupée par son bien-être. L'empereur Tucius reconnaît qu'il s'agit bien de Lady Hayworth, notant son apparence enfantine, ce qui fait réaliser Annette quel point elle doit paraître jeune. Tenue par l'impératrice, Annette craint que son nouveau petit corps ne compromette l'alliance politique. Désormais vêtue d'une magnifique robe rose, Annette est stupéfaite par son élégance, pensant qu'elle est plus somptueuse que tout ce qu'elle a jamais vu. Elle se demande en silence pourquoi l'Empire Arcan, qui, selon elle, n'a pas de princesse, posséderait de si beaux vêtements pour une jeune fille. Une servante annonce leur arrivée dans la salle de banquet, laissant Annette confuse, car elle s'attendait à être conduite dans une salle de réception. Submerge par une lumière éclatante et une scène grandiose, Annette se protège les yeux, incrédule. Elle contemple, merveille, un chariot débordant d'un festin magnifique. Ses yeux s'écarquillent à la vue d'innombrables plats et desserts exquis qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. L'empereur Tucius explique qu'ils l'ont amène directement au banquet, craignant qu'elle n'ait pas mangé correctement depuis son arrivée. Assise à la grande table, Annette regarde le délicieux festin et se demande par où commencer. Tandis que l'impératrice Charlotte observe avec un doux sourire, Annette décide de commencer par la soupe. Elle prend sa première bouchée de la soupe. Ses yeux s'écarquillent de choc et de délice, tandis que l'incroyable saveur l'envahit. Slurp. Slurp. Elle mange avidement la soupe, mue par un goût si chaud et onctueux qu'elle a l'impression qu'il réchauffe son cœur. Lorsque l'impératrice Charlotte demande si la nourriture est bonne, Annette rayonne de joie, s'exclamant que c'est absolument délicieux. L'empereur et l'impératrice échangent un petit sourire amusé devant l'adorable réaction d'Annette. Ayant rapidement terminé son repas, Annette remercie poliment ses hôtes pour leur attention bienveillante. L'impératrice Charlotte demande si le grand-duc Arzan a été informé de l'arrivée d'Annette, et l'empereur Tucius confirme qu'un message a été envoyé immédiatement. Tandis que l'impératrice s'interroge à voix haute sur la réaction du grand-duc, Annette écoute avec une expression soudainement sérieuse. L'empereur note la surprise de son arrivée avec la promesse de fiançailles, ajoutant que le retour du grand-duc de campagne est incertain. Annette serre le poing sous la table, reconnaissant ces mots comme une excuse d'un homme qui doit la mépriser en tant que « descendante de la bête ». L'impératrice la rassure en disant que le grand-duc viendra, mais Annette insiste calmement qu'elle va bien. Annette demande confirmation d'avoir été trouvée sous sa forme d'enfant et l'empereur vérifie que les gardes ont vu un enfant s'effondrer après avoir livré un blason impérial. Alors que l'empereur demande le récit de son voyage, Annette accepte mais insiste pour révéler quelque chose de crucial d'abord. Avec une détermination sinistre, Annette déclare sa crainte qu'un traître du royaume de Hayworth ne collabore avec l'empire ennemi de Baendor. Elle commence son récit, expliquant que juste avant que les bêtes n'attaquent sa calèche, une flèche a volé à l'intérieur. Elle affirme qu'il s'agissait d'une flèche rouge de l'empire de Baendor, qu'elle a été contrainte d'utiliser comme arme pour se défendre. Annette explique les graves implications. L'ennemi détient désormais la preuve d'un espion de Hayworth, ce qu'il pourrait utiliser pour briser l'alliance.
Perdue dans ses pensées, elle se demande désespérément comment elle peut sauver la situation et les faire changer d'avis. L'empereur demande si elle a été abandonnée, tandis que l'impératrice exprime son admiration qu'elle ait repoussé des bêtes avec seulement une flèche et ses mains nues. Annette, prise au dépourvu par leur réaction, ressent un étrange changement dans l'atmosphère. L'empereur Tucius note que si la bête était assez puissante pour submerger des chevaliers, il ne peut pardonner à ses gardes d'avoir déserté leur poste. Son espoir vacillant, Annette demande timidement ce que cela signifie pour l'Alliance. L'empereur Tucius sourit, la rassurant qu'ayant signé le contrat, elle est déjà considérée comme faisant partie de la famille impériale et ne devrait pas s'inquiéter. L'impératrice Charlotte acquiesce chaleureusement, invitant Annette à se détendre et les connaître, car ils feront bientôt partie de la famille. Un peu étourdie mais soulagée, Annette acquiesce doucement, déclarant qu'elle comprend. L'impératrice sourit et suggère que sa situation actuelle n'est peut-être pas si mauvaise après tout, ce qui étonne Annette. La scène revient en arrière sur un médecin examinant Annette au lit, assurant l'empereur et l'impératrice qu'elle n'a que des ecchymoses mineures et qu'elle se rétablira complètement. De retour au présent, Annette traite en silence le souvenir de leur inquiétude. L'impératrice désigne la main d'Annette, souriant en signalant qu'elle est déjà complètement guérie. Annette lève les yeux avec un léger rougissement, touchée par la gentillesse inattendue qu'on lui témoigne. Annette fléchit sa main guérie, s'émerveillant de pouvoir manier à nouveau une épée et se demandant comment le royaume de Hayworth réagirait. Elle se souvient avoir été forcée à la retraite dès qu'elle fut blessée, soupçonnant qu'ils prétendront maintenant qu'une malédiction de bête l'a guérie. Décidant que ce n'est plus sa préoccupation, elle se débarrasse de son ressentiment avec un soupir de soulagement. Ses pensées sont interrompues lorsqu'elle réalise que l'empereur et l'impératrice la fixent tous les deux, ce qui la fait se demander si elle a quelque chose sur le visage. L'impératrice Charlotte sourit chaleureusement, devinant voix haute qu'Annette semble avoir environ 7 ans. L'empereur Tucius n'est pas d'accord, estimant qu'elle est plus proche de 8 ans, car elle a à peu près la même taille que quelqu'un nommé Michael. Agace, Annette crie intérieurement qu'elle peut les entendre, pensant qu'elle paraît plus proche de 10 ans, et réalisant que son fiancé doit être plus jeune qu'elle ne le pensait. Oh là là! L'empereur et l'impératrice sont pris de court par sa réaction, l'air embarrassé. Se reprenant, l'empereur déclare qu'il a presque oublié quelque chose d'important. Il présente une pierre de purification bleue lumineuse, expliquant qu'elle doit être purifiée dans un temple, car elle est tachée de sang de bête. Alors que la magnifique pierre irradie de la lumière, il ajoute qu'entrer dans un temple serait difficile pour elle dans son état actuel. Annette est d'accord, déclarant qu'il est plus sûr que moins de gens connaissent sa condition et qu'elle préférerait éviter le temple. Elle se souvient des regards méprisants des prêtres de son propre royaume, préférant se purifier elle-même avec la pierre. Une magnifique pierre de purification lumineuse est mise en avant comme un chef-d'œuvre. Il est expliqué que les chevaliers et les mercenaires achètent souvent ces pierres dans la capitale de l'Empire Arcan avant de chasser des bêtes. Annette accepte la pierre avec gratitude, pensant que ses propres chevaliers n'ont probablement jamais pris la peine d'en budgétiser une pour elle. Zap, dès qu'elle touche la pierre, celle-ci émet un vif éclair d'énergie. L'empereur fait remarquer qu'il n'existe aucune trace des chevaliers de Hayworth ayant jamais acheté une pierre de purification, laissant Annette stupéfaite. Il sourit ensuite et demande à Annette si elle sait comment l'utiliser. Il précise qu'il en a reçu une en cadeau autrefois, et Annette, tenant la pierre, ressent une vague de soulagement. L'empereur Tucius demande l'impératrice Charlotte si elle a déjà prévenu Mère, et elle confirme qu'elle a dû le faire pour obtenir la pierre rapidement. Soupir. L'impératrice informe une Annette surprise qu'elle doit l'accompagner pour présenter ses respects à l'impératrice douairière. Annette exprime son inquiétude quant à sa condition, mais l'impératrice la rassure en lui disant que l'impératrice douairière a déjà été informée. Clac. Maintenant vêtue d'une nouvelle robe rouge et les cheveux tressés, Annette se tient devant les portes massives des appartements de l'impératrice douairière. Suivant l'impératrice, Annette s'inquiète que son apparence enfantine ne compromette le mariage, et l'impératrice lui demande si elle est nerveuse. Annette admet l'être et l'impératrice la réconforte disant que c'est naturel en rencontrant sa future belle-mère. Les mots belle-mère prennent Annette complètement par surprise. Rouge de confusion, elle réalise que l'impératrice a raison, ayant initialement oublié les implications de ses fiançailles. Alors que l'impératrice tend la main vers la porte, Annette panique et lui demande d'attendre un instant. Trop tard, elles entrent dans la chambre où est assise une femme âgée aux cheveux bleu clair. L'impératrice présente Lady Hayworth à l'impératrice douairière. Annette fait une révérence polie, quoique nerveuse, dans sa magnifique robe rouge. Un moment de silence s'installe et Annette se demande anxieusement pourquoi l'impératrice douairière n'a pas parlé.
Les pensées intérieures de l'impératrice douairière révèlent qu'elle est vraiment à court de mots. Avec une expression zèvre, l'impératrice Douairière demande si cet enfant est réellement la fiancée de Cardin. Annette garde un sourire stoïque, bien que légèrement contraint, sous l'intense examen. Un sentiment d'effroi l'envahit alors qu'elle pense « C'est grave !» La scène se déplace vers la région frontalière sombre et sinistre du marais des bêtes démoniaques, où une voix s'écrie « Votre Altesse ». Une autre voix crie le nom du grand-duc, tandis qu'une paire bleue traverse l'obscurité. Un homme aux cheveux blonds se tient seul au milieu d'un champ de cadavres de monstres, ces hommes le fixant avec admiration devant sa victoire solitaire. Un homme à lunettes nommé Samuel remarque qu'après une bataille de cette ampleur, les monstres devraient rester calmes pendant 1 mois. Un autre homme dit sèchement à Samuel de se taire, et Samuel recule nerveusement, insistant sur le fait qu'il ne veut pas être tué. Samuel se ressaisit rapidement avec une toux, admettant qu'il s'est un peu emporté. Le grand-duc aux cheveux blonds tourne la tête, un air pensif sur le visage. Avec du sang éclaboussé sur sa joue, le grand-duc sourit, pensant lui-même que sa princesse est enfin arrivée. De retour dans la tendue chambre d'audience, Annette répète sa pensée effrayée. « C'est grave !» Elle s'inquiète intérieurement de l'intimidante impératrice douairière, notant la beauté frappante des royaux d'Arcan et se sentant comme une simple enfant en comparaison. Annette se tient avec l'impératrice devant l'impératrice douairière assise, qui l'observe d'un œil critique. L'impératrice douairière lance un regard noir, demandant confirmation que cet enfant est bien la partenaire de Cardin. Annette tressaille légèrement mais parvient à confirmer que c'est exact. Lorsque l'impératrice Douairière demande si Cardin est au courant, l'impératrice Charlotte explique qu'un message a été envoyé, mais le grand-duc est actuellement en mission. L'impératrice Douairière espère que la nouvelle lui parviendra, tandis qu'Annette réalise que le grand-duc Arzan doit être profondément par sa famille. Un flashback révèle que l'empereur Tussius a créé la pierre de purification pour son jeune frère malade. Cet acte est né de la crainte de l'empereur que son frère ne trouve pas un mariage convenable, d'où l'arrangement politique. Annette comprend que la gentillesse qu'on lui témoigne est due au fait qu'elle sera l'épouse du grand-duc, et elle ressent une pointe d'envie. Ses pans se sont brisés lorsque l'impératrice Douairière dit quelque chose qui la fait halter de choc. L'impératrice Douairière l'invite à s'asseoir et parler confortablement en tant que future famille, et Annette, trouble, accepte. Maintenant assise, Annette panique, complètement désemparée, ne sachant que dire. Elle se tord nerveusement les mains, essayant désespérément de se souvenir comment séduire sa future belle-mère. Zing. Un gros plan montre l'œil bleu perçant de l'impératrice Douairière, la jaugeant. Avec un léger soupir, l'impératrice Douairière annonce le début de leur heure du thé. Des femmes de chambre poussent 2 chariots chargés d'un assortiment extravagant de desserts. La caméra zoome sur la délicieuse profusion de gâteaux, macarons et brownies. L'impératrice Charlotte s'émerveille de la quantité de nourriture, mais l'impératrice Douairière déclare simplement que c'est tout à fait naturel. L'impératrice Charlotte remarque que certains desserts ont l'air uniques et demande s'ils ont été apportés de la capitale. L'impératrice Douairière explique qu'elle a commandé une grande variété, ne connaissant pas les goûts d'Annette, et l'invite à les essayer. Annette contemple avec admiration les magnifiques desserts, pensant n'avoir jamais vu de telles œuvres d'art. Incertaine de la marche à suivre, elle se souvient qu'on lui a dit que les adultes apprécient les enfants qui mangent bien. Résolue, elle décide de goûter les desserts, tendant la main vers une part de gâteau aux fraises. Miam. Elle prend sa première bouchée à vide. La saveur incroyable la transporte dans un monde fantaisiste de fraises flottantes et de crème tourbillonnante. L'impératrice Charlotte sourit chaleureusement, ravie que Lady Aworth semble apprécier les gâteries. L'impératrice suggère que cela doit aussi apporter de la joie à l'impératrice Douairière, qui a maintenant une tache de gâteau visible sur le visage. Horrifiée, Annette réalise qu'elle a oublié ses manières en mangeant, craignant d'être perçue comme gourmande. Elle pose rapidement sa fourchette et s'excuse auprès de l'impératrice Douairière d'avoir mangé de manière si distraite. Dans un moment de panique, Annette offre une gourmandise à l'impératrice Douairière, insistant sur le fait que c'est délicieux. La femme âgée halte. Oula! L'impératrice Douairière recule soudainement, s'affaissant sur son siège tandis qu'Annette s'écrie, alarmée. Annette bondit sur ses pieds, demandant frénétiquement si Sa Majesté va bien. L'impératrice Charlotte pose délicatement une main sur l'impératrice Douairière, disant à Annette confuse qu'elle devrait aller se reposer maintenant. Rassurant Annette qu'elle s'en occupera, l'impératrice l'exhorte à rentrer, et Annette accepte contre-cœur. Une femme de chambre en robe verte guide maintenant une Annette sombre, le long d'un long et élégant couloir. Annette interpelle la femme de chambre, qui se retourne et demande à la princesse ce qu'elle désire. Avec une expression inquiète,
Annette demande si l'impératrice douairière a toujours eu des problèmes de santé. La femme de chambre transpire nerveusement, incapable de trouver les mots justes pour répondre. Voyant sa réaction, Annette conclut tristement que l'évanouissement était de sa faute et dit à la femme de chambre qu'elle n'a pas à répondre. La femme de chambre sourit gentiment et se présente comme Serena, invitant Annette à parler avec elle en toute décontraction. Annette demande ensuite à Serena s'il y a un endroit proche pour une promenade et Serena suggère le jardin arrière. Promettant que tout ira bien, Serena accepte la demande d'Annette et Annette accepte d'être sous sa garde. Alors qu'elle monte sur un balcon, Annette se demande pourquoi personne ne semble s'inquiéter de la possibilité qu'elle reste coincée à jamais dans ce corps d'enfant. Elle ressent un sentiment croissant d'isolement, pensant qu'elle est la seule à être réellement mal à l'aise avec sa condition. Serena la prévient gentiment de faire attention où elle met les pieds, alors qu'elle descend les escaliers vers le magnifique jardin. Annette s'interrompt, supposant que toute cette gentillesse est simplement pour le bien de l'alliance politique. Mais elle se souvient alors du doux sourire de l'empereur, et réalise que son inquiétude semblait sincère, pas seulement politique. Se souvenant de la gentillesse de l'empereur, de l'impératrice et de Serena, elle se tient dans le jardin vibrant, et réalise que cet endroit est différent. Annette interpelle Serena, qui se tourne pour lui faire face. Levant les yeux vers son accompagnatrice, Annette demande hardiment si Serena a peur de la regarder dans les yeux. Serena penche la tête, sincèrement perplexe quant à la raison pour laquelle elle aurait peur. Annette lève les yeux, surprise par le manque de peur simple et honnête de la femme de chambre. Lorsque Serena lui demande pourquoi elle poserait une telle question, Annette écarte le sujet et les exhorte à continuer leur promenade. Réfléchissant à ces interactions normales et simples, Annette sent une étincelle d'espoir qu'ici, elle puisse enfin vivre une vie sans être méprisée. Dans une forêt sombre et brumeuse, une personne invisible demande si la princesse est arrivée, tandis que Samuel rapporte que oui, mais qu'il y a un problème. Samuel termine de lire une lettre, annonçant que son contenu provient de Sa Majesté l'Empereur. Le grand-duc masqué lit que la princesse a subi un malheur, et dit à un homme nommé Morton qu'il se dirige directement vers la capitale. Ces hommes sont stupéfaits, et Samuel demande s'il ne va même pas d'abord à son propre château. Le grand-duc insiste sur le fait qu'il doit se dépêcher, pensant qu'il a hâte de revoir enfin sa princesse. Une jeune fille rousse aux yeux brillants lance un regard féroce, créant un ton dramatique au milieu d'un collage de visages suggérant la profondeur de l'histoire. La scène se déplace vers l'impératrice douairière, qui est submergée de joie, déclarant que la mignonnerie d'Annette devrait être un crime. Elle demande à l'impératrice Charlotte pourquoi elle n'a pas mentionné à quel point la compagne de Cardin était adorable, et l'impératrice admet qu'elle aussi a été surprise. Les deux femmes pouffent de rire de joie, et l'impératrice note que l'impératrice douairière ne semble pas surprise par l'état d'Annette. L'impératrice douairière déclare calmement qu'entre la capacité de l'empereur et la nature de Cardin, elle ne s'inquiète pas de la situation. L'impératrice Charlotte hoche la tête en signe d'accord silencieux. Rugissement. Avec une détermination ardente, l'impératrice douairière déclare que les enfants doivent être joufflus et réclame du thé nouveau demain. Elle jure de faire grossir Annette jusqu'à ce qu'elle rayonne, et une impératrice Charlotte lointaine accepte de préparer le thé régulièrement. Ouf! L'impératrice Charlotte pousse un soupir de soulagement alors qu'une grande porte rouge se ferme. Elle se tourne vers ses dames de compagnie et demande si Serena a déjà escorté Lady Haworth à sa chambre. Serena, la servante en robe verte, rapporte que la princesse a demandé une promenade dans le jardin, semblant troublée par l'évanouissement de l'impératrice douairière. L'impératrice Charlotte s'inquiète du fait que, malgré ses efforts, ils ont DJCR un remous et peut-être une mauvaise première impression. Dehors, près des portes du palais, Annette, désormais vêtue d'une robe rouge et blanche, espère qu'une promenade lui éclaircira les idées. Tandis qu'elle s'inquiète de ruiner ses chances avec la famille impériale, elle entend un bruit et crie « Qui est là ?» Un garçon blond aux yeux violets surgit, effrayé, et la pointe du doigt d'un air accusateur. Annette le reconnaît comme le prince héritier Michael Alcan, qui lui demande de s'identifier sur le champ. Mortifiée, elle se demande comment expliquer qu'elle est sa future tante et se présente plutôt comme une invitée étrangère de l'Empire. Elle explique qu'elle restera un moment pour affaire, et le jeune prince écoute attentivement. Soudain, Michael déclare qu'elle est sûrement tombée amoureuse de lui et l'a suivi ici, laissant Annette totalement sans voix. Le prince l'informe avec suffisance qu'il ne peut pas lui rendre ses sentiments, car son cœur appartient déjà à quelqu'un nommé Audrey. Annette fulmine intérieurement, se demandant qui a bien pu apprendre un enfant à parler ainsi. L'impératrice Charlotte apparaît soudainement, réprimandant Michael d'être absent de son cours d'étiquette.
le prince balbutie de surprise. L'impératrice s'excuse auprès d'Annette pour toute offense, mais Annette l'écarte rapidement, s'excusant d'avoir interrompu le temps du prince. Maintenant complètement confus, Michael demande à sa mère qui est cette jeune femme. L'impératrice dit simplement à son fils qu'il doit être poli. Zappé. Un clair de compréhension semble frapper le jeune prince. Maintenant assise à l'intérieur, l'impératrice dit à Annette qu'il vaut mieux que Michael soit surpris que mal poli, promettant de lui expliquer les choses plus tard. Elle demande ensuite à Annette si elle a été très surprise par l'évanouissement de l'impératrice douairière, et Annette confirme humblement qu'elle l'a été. L'impératrice sourit, expliquant que l'évanouissement était dû à l'affection et non à l'aversion, et mentionne qu'un cadeau surprise est en route pour demain. Visiblement soulagée, Annette se tord les mains nerveusement avant de poser une question qui lui trotte dans la tête. Elle demande pourquoi l'impératrice continue de l'appeler Lady Hayworth, et l'impératrice répond avec un sourire que c'est parce qu'elle est une grande admiratrice. L'impératrice Charlotte s'extasie en disant que les exploits de Lady Hayworth dans la lutte contre les monstres sont légendaires et magnifiques, même dans leur empire. Annette est interloquée, surprise que l'impératrice connaisse même le nom de son épée, Rubellino. L'impératrice déclare que bien sûr, elle connaît le nom de l'épée qu'elle portait toujours. Annette ajoute tranquillement qu'elle l'a rendue lors de sa démission. Choc, l'impératrice déclare que Rubellino est une extension d'Annette elle-même, se demandant comment quelqu'un a pu prendre une chose si précieuse à un chevalier. Annette insiste que c'est bon, mais l'impératrice semble peu convaincue alors que la pièce devient silencieuse. Serena arrive pour annoncer que le bain est prêt, et l'impératrice Charlotte remarque qu'il est devenu tard. L'impératrice s'adresse Lady Hayworth et Annette lève les yeux pour répondre. Avec un doux sourire, l'impératrice dit à Annette qu'elle doit aussi s'inquiéter du grand-duc Arzan. Le lendemain matin, Annette se réveille dans un lit somptueux et trouve Serena, s'excusant de s'être réveillée tard. Serena la rassure en disant qu'il est encore tôt et annonce qu'elle a d'importantes nouvelles. Elle rapporte joyeusement que son Altesse le Grand-Duc est arrivé au palais, stupéfiant Annette qui demande si le Grand-Duc Arzan est vraiment venu. Serena confirme qu'il est parti immédiatement après avoir appris son arrivée et a atteint le palais ce matin. Annette s'interroge sur la façon dont il est arrivé si vite après un voyage de 3 jours, puis demande à Serena quel genre de personne il est. Lorsque Serena demande des précisions, Annette explique qu'elle est curieuse de tout ce qu'elle peut lui dire. Serena est troublée, débattant intérieurement si elle doit dire la vérité sur sa personnalité. Elle offre à Annette une serviette chaude, déclarant avec prudence que, bien qu'elle ne le connaisse pas bien, elle a entendu dire qu'il est une personne très sage et capable. Redevenant une petite enfant, Annette réfléchit au grand-duc, concluant qu'il ne doit pas être le genre à se lier aux gens. Elle est formellement accueillie par un homme blond et une femme aux cheveux violets, qui souhaite la bienvenue à la princesse Hayworth et complimente sa beauté. Vêtue d'une belle robe, Annette les remercie pour l'accueil chaleureux et les cadeaux de l'impératrice douairière, tandis que la femme l'invite à s'asseoir. Annette sourit, soulagée et reconnaissante, pensant que cette aimable réception signifie que le grand-duc ne la considérera pas comme malchanceuse. Alors qu'elle est assise avec le couple royal, l'homme blond explique qu'ils ne sont pas que pour un instant, car c'est sa première rencontre. Annette penche la tête avec confusion, intriguée par son choix de mots. L'homme blond remarque que la personne qu'ils attendent n'est jamais en retard, juste au moment où des pas déterminés s'approchent. Un homme à lunettes se précipite en avant, appelant frénétiquement le grand-duc à ralentir. Un propos annonce formellement l'entrée grandiose de l'imposant grand-duc Arzan, aux cheveux blonds et masqué de noir. Les yeux d'Annette s'écarquillent sous le choc, alors qu'elle reconnaît l'homme formidable qui vient d'entrer dans la pièce. Le grand-duc se dirige directement vers Annette, sa vitesse soudaine surprenant l'homme blond. Une Annette nerveuse observe le duc masqué se rapprocher de plus en plus. Il la domine, sa voix empreinte de dédain, lui demandant si elle est même humaine, la laissant figée de peur. Observant de loin, l'homme blond et la femme aux cheveux violets sont choqués, l'homme criant le nom, Cardin. Le monologue intérieur de Cardin se termine par une tournure surprenante. Il ne peut pas croire qu'une personne puisse être aussi mignonne. À la surprise générale, le redoutable grand-duc s'agenouille devant la petite princesse, complètement captivé par elle. Dans un flashback, un préposé nommé Samuel demande avec lassitude au grand-duc combien d'heures il a passé à se pomponner pour cette rencontre. Le grand-duc Cardin demande anxieusement Samuel son avis sur 2 costumes différents, en se regardant dans un miroir. Samuel soupire, la rassurant que les 2 costumes lui vont bien tout en se plaignant qu'il admire son reflet depuis des heures. Avec un regard intense, Cardin se tourne vers Samuel et lui demande d'un ton menaçant s'il s'ennuie. Un Samuel surpris le nie rapidement, incitant Cardin à exiger qu'il prête une attention appropriée.
Posant fièrement, Cardin demande nerveusement à son préposé s'il a l'air étrange ou si tout va bien. Embarrasse, Samuel ne peut offrir qu'un compliment formel et extravagant, déclarant que son Altesse est débordante de grâce. Cardin continue de s'agiter devant le miroir, s'inquiétant à voix haute qu'elle puisse avoir peur de lui, et se demandant s'il devrait porter une couleur plus vive. Comme elle est encore une enfant, il décide qu'il veut paraître aussi gentil et prévenant que possible. Samuel vérifie sa montre de poche, rappelant d'urgence son Altesse qu'il est temps de partir. Choqué par l'heure tardive, Cardin blâme immédiatement son préposé de ne pas l'avoir prévenu plus tôt. Il crie sur son fonctionnaire incompétent et s'emporte vers le salon, laissant un Samuel stressé marmonner qu'il l'avait, en fait, prévenu. De retour dans le présent, l'homme blond et la femme aux cheveux violets partagent un rire gêné face au comportement du grand-duc. La main sur le cure, Cardin demande théâtralement la main de la princesse. Annette est déconcertée, luttant pour concilier cet homme avec le tristement célèbre belliciste et cruel meurtrier, Cardin Arzan. L'homme blond se frotte les tempes de frustration, marmonnant que le gamin a perdu la tête et agit comme un clown. À côté de lui, la femme aux cheveux violets observe avec une expression lasse et peu impressionnée. L'homme blond dissimule un sourire narquois, commentant que le grand-duc est arrivé juste temps. Il demande ensuite Cardin pourquoi il est là, provoquant un accès de colère du duc qui l'appelle cette chose. L'homme blond explique calmement que, puisqu'il dirige l'alliance, il est de son devoir d'assister leur première rencontre. Cardin s'incline, déclarant son désir de saluer seul sa future partenaire et demandant respectueusement aux majestés de les laisser. Annette est surprise par sa déclaration audacieuse de vouloir passer le reste de sa vie avec elle. Un flashback caricatural montre le jeune royal blond agacé, alors que Cardin fait un grand geste. Cardin demande l'homme blond pourquoi il le fusille du regard, inconscient de l'aura sombre et colérique qui émane de lui. L'homme blond suggère à sa compagne que leur présence pourrait être inconfortable, et elle lui demande s'il part vraiment. Bien qu'il proteste qu'il voulait voir le spectacle, la femme aux cheveux violets insiste gentiment pour qu'il parte. Une fois seul, Cardin s'excuse auprès d'Annette pour son comportement peu élégant. Annette bredouille que Ava, et quand elle l'invite s'asseoir, il demande poliment s'il peut s'asseoir côté d'elle. Elle panique intérieurement, se demandant pourquoi il est si précautionneux avec elle et craignant que le sang de la bête ne l'ait rendu fou. Tous deux sont assis côte à côte sur le grand canapé, dans un moment calme et légèrement gênant. Quand son regard intense la fait rougir, elle admet qu'elle est timide, et il s'excuse immédiatement. Son cœur bat la chamade alors qu'elle réalise que cet homme doux est complètement différent de ce qu'elle avait imaginé. Le grand-duc tend sa main vers elle, se préparant à se présenter correctement. La main sur le cure, il déclare formellement s'appeler Cardin Arzent. Annette se présente avec hésitation comme Annette Hayworth au grand-duc Arzent masqué. Le grand-duc lui prend délicatement la main, remarquant sa petite taille, elle insiste sur le fait qu'elle a en réalité 24 ans. Il acquiesce légèrement, confirmant qu'il sait qu'elle a 2 ans de plus que lui. Lui prenant les mains, il la regarde avec une expression indéchiffrable alors qu'elle commence à parler. Annette s'inquiète voix haute qu'avec ce corps d'enfant, elle ne pourra pas remplir les devoirs de grande duchesse qu'il attend d'elle. Le grand-duc l'interrompt, lui demandant ce qu'elle entend par les devoirs qu'il attend, et son incapacité à les gérer. Trouble, Annette précise qu'elle ne parle qu'hypothétiquement et ne fera rien s'il ne le souhaite pas. Se penchant en avant, le grand-duc lui demande sans détour si elle souhaite rompre les fiançailles maintenant. Annette le nie rapidement, expliquant qu'elle était en fait inquiète qu'il soit celui qui annulerait tout. Les yeux déterminés, elle jure de faire de son mieux en tout, offrant même de vivre comme si elle était morte, s'il l'ordonne. Une voix invisible lui dit avec force de s'arrêter. Le grand-duc serre le poing, visiblement bouleversé par ces paroles. Se couvrant le visage d'une main, il avoue ne pas savoir par où commencer, et lui demande d'abord pourquoi elle pensait qu'il romprait les fiançailles. Annette baisse les yeux, hésitant à répondre à sa question. Avec une expression douloureuse, elle confesse sa conviction qu'il ne la voudrait pas pour épouse. Serrant les mains, elle explique qu'elle avait supposé qu'il voudrait quelqu'un nommé Bridget à la place, se demandant qui la choisirait, elle. Le grand-duc clarifie qu'il a explicitement demandé une princesse de sang noble, et en voyant son nom sur la proposition, il a été soulagé que le roi ne soit pas assez fou pour mal comprendre. Il tourne légèrement la tête, et Annette détourne le regard tandis qu'il s'interrompt, incapable de terminer sa pensée. Tony, Annette said to herself. He really wanted me? Before asking if he knew a lot about her. Les yeux bleus perçants du grand-duc la fixent en retour alors qu'elle demande s'il est au courant des rumeurs ou de la malédiction. Il conclut silencieusement,
que quelque chose de terrible a dû se passer dans son royaume, et que les gens autour d'elle n'ont aucune conscience. Annette serre nerveusement le poing, se rétractant et disant qu'elle demandait juste au cas où. Les deux sont assis dans une grande pièce, une tension silencieuse entre eux. Le grand-duc la regarde, lui disant qu'elle est quelqu'un de trop bien pour lui. Surprise. Annette la regarde, balbutiant qu'elle n'est personne de spécial. Il insiste sur le fait qu'elle est trop bien pour lui, et propose de lui raconter un secret, ce quoi elle accepte nerveusement. Il se penche près d'elle, lui soutenant doucement la tête, tandis qu'Annette panique intérieurement de leur proximité. Clac. Ses yeux s'écarquillent de stupeur après avoir entendu ce qu'il a chuchoté. Elle le fixe incrédule, certaine d'avoir mal entendu ce qu'il venait de lui dire. La regardant, le grand-duc déclare calmement qu'elle n'a pas mal entendu. Annette s'excuse, luttant toujours pour assimiler ses mots, et pensant qu'elle a peut-être finalement mal entendu. Le grand-duc confirme ses craintes. Si elle a entendu qu'il est un enfant illégitime, alors elle a bien entendu. Il commence à expliquer la simple histoire de sa naissance, notant que le défunt empereur faisait souvent des erreurs en s'amusant. Il poursuit, expliquant que l'empereur ne pouvait pas tuer quelqu'un de sang impérial, alors l'impératrice douairière l'a recueilli. Annette semble troublée par la révélation, son visage reflétant sa pitié. Il lui demande de ne pas faire cette tête, expliquant que l'impératrice douairière l'a élevée comme son propre enfant, et qu'il la considère comme sa vraie mère. Il ajoute qu'il a grandi très heureux et chanceux, et Annette exprime son soulagement de l'apprendre. Annette porte prudemment un doigt à ses lèvres en demandant des informations sur la personne qu'il a réellement mise au monde. Il explique que sa mère s'était vue promettre richesse et une nouvelle vie, mais qu'elle est morte juste après sa naissance. Annette est horrifiée et s'excuse immédiatement d'avoir posé une telle question, mais il la rassure en disant que cela ne le dérange pas. Il spécule froidement que le défunt empereur s'est occupé d'elle, qualifiant sa mère biologique de folle d'avoir révélé sa grossesse et d'avoir cru qu'elle pouvait être libre. Annette s'agite inconfortablement, se demandant comment gérer l'atmosphère pesante que son récit a créée. Se penchant vers elle, le grand-duc lui dit doucement qu'elle est une princesse vraiment gentille. Il baisse les yeux avec une douce tristesse, disant qu'il est certain que sa mère l'aimait tendrement et aurait été folle de joie d'être avec elle. Ses yeux s'embuent légèrement, touchés par ces mots de réconfort inattendus. Une atmosphère paisible et florale les entoure alors qu'ils sont assis ensemble sur le canapé. Le grand-duc ajuste son col, lui demandant si elle comprend maintenant qu'elle est bien plus noble et trop bien pour un enfant illégitime comme lui. Annette essuie une larme, se demandant pourquoi cet homme lui révèle sa propre faiblesse. Il semble remarquer son inquiétude, une expression pensive sur son visage. Il lui demande si elle est due par sa révélation, et elle, surprise, insiste rapidement que pas du tout. Soulague, le grand-duc promet de partager un autre secret une fois qu'ils seront au Grand-Duché, alors qu'il se prépare à partir. Il lui assure que s'il est peut-être un menteur, il n'est pas un escroc, et qu'il existe un moyen de restaurer son corps, bien que cela prenne du temps. Tenant un petit objet qu'il lui a donné, Annette regarde sa main et exprime son soulagement sincère qu'il y ait une solution. Le grand-duc fait une dernière requête, lui disant qu'elle peut ruiner la famille ou ne rien faire de la journée si elle le souhaite. Il agrippe son revers, et marque une pause après avoir dit cependant, laissant Annette lever les yeux et interroger sa pensée inachevée. Plus tard au lit, Annette se souvient qu'il lui a demandé de le traiter comme son mari, réalisant maintenant pourquoi il a réagi si fortement à son discours sur les maîtresses. Elle se redresse brusquement dans son lit, frappée par une pensée soudaine. Pourrait-il réellement avoir des sentiments pour elle ? Une profonde rougeur se répand sur son visage, alors qu'elle considère sérieusement cette nouvelle possibilité surprenante. Toc toc. Une dame d'honneur annonce l'arrivée de l'impératrice, et Annette, assise sur son lit, leur dit de la laisser entrer. L'impératrice Charlotte entre et salue chaleureusement Annette, s'excusant de l'avoir laissée déjeuner seule. Annette la rassure en disant que tout allait bien, puisqu'elle a déjeuné avec Serena, puis demande poliment comment s'est déroulé le déjeuner de l'impératrice avec les dames nobles. L'impératrice se souvient de son but, expliquant que l'impératrice douairière les a invités à prendre le thé et qu'elle est venue la chercher. Tandis qu'elle traverse les couloirs du palais, l'impératrice observe qu'Annette et Serena ont dû devenir assez proches pour qu'elle utilise son prénom. Craignant que l'impératrice ne soit contrariée, Annette confirme leur amitié et offre gracieusement à l'impératrice la permission d'utiliser également son prénom. L'impératrice est visiblement ravie de l'offre, tandis qu'Annette, troublée, ajoute qu'elles n'y sont pas obligées si cela les met mal à l'aise. Touchant sa joue avec un sourire joyeux, l'impératrice accepte, l'appelant Annette, et expliquant qu'elle était juste surprise par ce geste aimable. Changeant de sujet,
L'impératrice demande pourquoi Annette n'a pas déjeuné avec le grand-duc, et Annette explique qu'il est allé au temple pour faire notarier leurs vœux. Réalisant que leurs fiançailles doivent maintenant être officielles, l'impératrice joint ses mains avec excitation. Annette confirme, ajoutant qu'elle lui a donné une mèche de cheveux. Dans un flashback, le grand-duc explique à Annette qu'il avait besoin d'une mèche de ses cheveux comme preuve de consentement pour que le prêtre certifie leurs vœux malgré son état. L'impératrice pense en elle-même que le grand-duc est vraiment quelqu'un, irradiant une aura impressionnante, tandis qu'Annette acquiesce timidement. La guidant dans les escaliers, l'impératrice annonce que le thé sera pris en extérieur aujourd'hui, tandis que la narration explique l'autorité divine de la famille impériale. La narration continue, affirmant que cette bénédiction de Dieu est la raison pour laquelle le peuple les vénère, revenant au grand-duc sachant que sa preuve royale ne pouvait être niée. L'impératrice serre le poing, pensant en elle-même que les actions du grand-duc étaient toutes motivées par son désir d'être avec Annette. Avec un sourire espiègle, elle demande à Annette de bien prendre soin de leur grand-duc immature, ce qui laisse Annette bégayer pour le défendre. Lorsque l'impératrice lui demande ce qu'elle veut dire, Annette loue passionnément les valeurs idéales du grand-duc Arzan. Elle continue, le décrivant comme une personne droite et sincère, ce qui amène l'impératrice à se demander de qui elle parle. Une dame de compagnie à proximité, collègue de Serena, sourit avec amusement. Annette ajoute pensivement qu'il était également très honnête, mais semblait assez timide. L'impératrice et la dame de compagnie partagent un moment de silence stupéfait, hurlant toutes deux intérieurement qui pouvait bien être cette personne qu'elle décrit. Elles arrivent à un magnifique pavillon de jardin où l'impératrice douairière les attend pour le thé. L'impératrice douairière les accueille avec un air de aigre irritation. Elle déclare qu'elle était en route pour le thé quand elle a entendu de telles inepties qu'elle a cru que quelque chose n'allait pas avec ses oreilles. À la table de thé, l'impératrice douairière avertit Annette de ne pas la blâmer lorsqu'elle découvrira qu'elle a été trompée, car elle ne se souvient pas avoir élevé son fils pour qu'il soit si rusé. Annette change de sujet avec tact, remerciant l'impératrice douairière pour la robe qu'elle porte et promettant de la chérir. L'impératrice douairière ignore le compliment, lui disant de simplement la porter, tandis que l'impératrice explique joyeusement que faire des vêtements est le passe-temps de sa belle-mère. Rougissant de gratitude timide, Annette remercie de nouveau l'impératrice douairière. L'impératrice et l'impératrice douairière sont toutes deux charmes, pensant quel point Annette est adorable. La bonne humeur de l'impératrice change lorsqu'elle remarque quelqu'un s'approcher derrière Annette. Un chevalier aux cheveux sombres, vêtu d'un uniforme blanc et or, se précipite vers elle, s'adressant d'urgence à l'impératrice. Annette se retourne, se demandant qui est ce Sir Loitz. L'impératrice l'identifie comme le chevalier d'escorte de Michael, son expression se durcissant alors qu'elle demande pourquoi il est ici, alors que le prince devrait être en classe. Cling. Elle lève calmement sa tasse de thé, son sourire ayant disparu. Une aura sombre entoure l'impératrice alors qu'elle déduit doucement que Michael a séché les cours et a de nouveau disparu, exigeant de savoir où il se trouve. Son sourire trompeusement calme persiste alors qu'elle répète sa question avec insistance, demandant Sir Loitz où est son fils. Le chevalier explique nerveusement que le prince héritier a disparu, et malgré tous ses efforts, il n'a pas pu le trouver. L'impératrice a l'air abattue, soupirant que Michael agit étrangement ces derniers temps, et n'était pas comme ça avant. Ses yeux se plissent de frustration alors qu'elle déplore son incapacité à se concentrer et ses errances constantes. L'impératrice douairière remarque que Sir Loitz est un garde habile, ce qui amène Annette se demander si Michael est hall quelque part, ou un garde ne peut pas le suivre. L'impératrice convient que c'est un argument valable, son expression pérante, alors qu'elle conclut qu'un endroit inaccessible à la garde royale doit être le jardin secret. La femme aux cheveux violets refuse d'aller au jardin, préférant une promenade solitaire, mais une autre femme invite la princesse à les accompagner, et Annette accepte joyeusement. Alors qu'elles approchent des portes ornées du jardin, le grand-duc s'incline profondément devant Annette, qui est accompagnée de la femme aux cheveux violets, et d'une femme aux cheveux argentés. En se promenant dans le jardin serein, Annette réalise qu'elle n'a pas pu apprécier sa beauté la dernière fois et remarque le calme profond. Elle s'arrête soudainement, ayant l'impression que le jardin existe dans un espace-temps complètement séparé du reste du monde. Alors qu'Annette poursuit sa promenade, un son faible flotte dans l'air. Elle tourne la tête, intriguée par le bruit lointain qu'elle vient d'entendre. La femme aux cheveux argent entend également quelque chose et suggère à la femme aux cheveux violets d'aller enquêter, Annette les suivant. Les yeux d'Annette s'écarquillent, alors qu'elle réalise qu'elle entend deux voix distinctes, ce qui signifie que la personne n'est pas seule. La femme aux cheveux violets retient Annette alors qu'elles aperçoivent un jeune garçon blond avec une fille aux cheveux noirs, identifié comme Audrey de la famille du marquis Mélin. Agace,
la femme aux cheveux violets, fulmine intérieurement contre le garçon pour avoir introduit une étrangère dans le jardin secret et jure de lui faire une réprimande sévère. Juste au moment où l'impératrice s'apprête à partir en trombe, l'impératrice douairière aux cheveux argentés lui saisit le bras, l'arrêtant net. L'impératrice douairière rappelle calmement l'impératrice en colère qu'ils ne sont encore que des enfants. L'impératrice accepte contre-cure avec l'impératrice douairière, décidant qu'elles attendront un petit moment. Dans un moment mignon, l'impératrice douairière suggère effrontément d'écouter la conversation des enfants, à la grande confusion de l'impératrice. L'impératrice serre le poing, incrédule, demandant à l'impératrice douairière ce qu'elle pense faire. Avec un sourire malicieux, l'impératrice douairière explique que de leur position, elles pourront tout entendre. L'impératrice se penche pour dire à Annette que les domestiques ne sont pas autorisés dans le jardin, elle devrait donc se sentir à l'aise. Annette la rassure en disant qu'elle va bien, admettant en elle-même qu'elle est également curieuse de la conversation secrète du prince héritier. Près d'une fontaine, la jeune fille aux cheveux noirs demande au prince héritier blond ce qui le tracasse tant. Elle se demande s'il a du mal avec des devoirs difficiles, mais il le nie doucement. Secouant la tête, le prince demande à la jeune fille, Audrey, si elle le prend pour un idiot. Audrey explique qu'elle a dû supplier son père juste pour visiter le palais et s'inquiète d'avoir des ennuis, s'il la trouve là. Le prince est déconcerté par son changement de sujet soudain et lui demande d'être simplement honnête avec lui. Audrey déclare avec assurance que bien sûr, elle l'aimerait toujours, même s'il n'était pas le prince héritier. Ravi de sa réponse, le prince serre les poings et rayonne, la déclarant à Audrey avant de prendre une décision. Cache à proximité, l'impératrice et l'impératrice douairière sont totalement choquées par ce qu'elles viennent d'entendre. Annette rougit d'incrédulité, se demandant ce que dit le prince héritier, et s'il a vraiment l'intention de renoncer à sa position. En pleurant, Audrey proteste qu'il n'est pas possible de simplement renoncer à la position de prince héritier, mais il lui demande pourquoi elle est si surprise. Il la presse, lui demandant si elle ne l'aimerait pas s'il n'était pas le prince héritier, alors qu'elle insiste que ce n'est pas du tout cela. Avec un lourd soupir, le prince soutient que ce n'est pas absurde, affirmant qu'on lui a dit qu'il fallait tout abandonner pour un être cher. Une Audrey choquée exige de savoir qui diable lui a dit une chose pareille. Un moment de silence gênant passe entre les deux enfants près de la fontaine. Audrey insiste qu'il est ridicule qu'il abandonne sa position, ce qui pousse le prince frustré à crier son nom. Courtise aux portes, l'impératrice et l'impératrice douairière se couvrent le visage d'une gêne partagée, tandis qu'Annette regarde avec malaise. L'impératrice en déduit que le grand-duc Arzan a dû mettre ses étranges idées dans la tête de son fils, mais se demande pourquoi il voudrait renoncer au trône. L'impératrice douairière décide qu'il est temps de partir, reconnaissant la déclaration ridicule du prince, mais respectant la position ferme de Lady Méline. L'impératrice accepte de partir, décidant qu'elle aura une conversation privée avec le prince héritier plus tard. Alors que l'impératrice se lève, sa chaussure atterrit sur une brindille, produisant un fort crack. Surpris par le bruit, le prince héritier se retourne et appelle nerveusement, demandant qui est là. Les trois royaux espions commencent paniqués, alors que le prince crie de nouveau, exigeant que quiconque se cache se montre. Annette grimace nerveusement, se préparant à l'inévitable confrontation. Sortant de derrière un pilier avec un sourire contraint, Annette annonce sa présence et admet qu'elle a entendu leur conversation. Le prince héritier la pointe du doigt d'un air accusateur, exigeant de savoir combien elle a entendu, tandis qu'Audrey demande qui est cette nouvelle fille. Troublé, le prince balbutie en essayant de trouver comment présenter Annette Audrey. Son explication est interrompue quand il est choqué de réaliser qu'Audrey a commencé à pleurer. Essuyant une larme, Audrey dit qu'elle pensait être la seule invitée, et se sont blessés qu'ils cachent une autre personne précieuse. Le prince et Annette se précipitent tous deux, paniqués, pour corriger le malentendu, le prince insistant qu'Annette n'est pas son invitée. Dans sa tentative frénétique d'explication, le prince déclare qu'Annette est l'invitée de sa mère et lâche ensuite qu'elle pourrait être sa fiancée. Annette agite frénétiquement les mains, criant que c'est un énorme malentendu, tandis que le prince essaie désespérément de rassurer Audrey qu'elle est la seule dont il a besoin. Alors qu'Audrey dit au prince qu'il n'a pas besoin d'aller si loin pour elle, Annette, troublée, continue d'essayer d'expliquer que la situation est un malentendu. Le jeune prince blond ferme les yeux et pousse un cri de frustration. Une force violente éclate, projetant les trois enfants Annette, Audrey et le prince dans les airs au milieu des débris. Dans un bureau majestueux, Cardin Arzent salue son frère, l'empereur blond, lui demandant en plaisantant de deviner ce qu'il a apporté. Cardin affiche fièrement un document du temple, annonçant qu'il est désormais officiellement fiancé à la princesse. L'empereur ricane,
demandant cyniquement si Cardin est venu se vanter de ses fiançailles après l'avoir ignoré auparavant. L'empereur devine correctement que la princesse est occupée, et Cardin admet qu'elle prend le thé avec l'impératrice et l'impératrice douairière, bien qu'il ait voulu la voir immédiatement. Lorsque l'empereur l'interroge sur le report du mariage royal, il déclare qu'il ira bien et veut résoudre correctement la situation actuelle pour éviter de futurs incidents. Cardin dit son frère qu'il ne peut pas toujours compter sur lui chaque fois que son corps se transforme. Remarquant les regards sceptiques de l'empereur et de son aide, Cardin insiste sur le fait que ce n'est pas ce qu'il pense. Cardin regarde pensivement, pensant que même si Annette est encore une enfant, il veut prendre soin d'elle et la réconforter. Cardin demande à sœur Méline s'il connaît la princesse, et l'aide de camp confirme l'avoir vue, car elle est en tête de la liste de protection impériale. Remarquant que la princesse a le même âge qu'Audrey, Cardin demande ce que les jeunes filles aiment généralement, en dehors des poupées et des sucreries. Sœur Méline explique que sa fille fragile Audrey aime lire la maison, ce qui pousse l'empereur taquiner, en disant que Lady Méline aime son fils Michael par-dessus tout. L'empereur carente sa propre plaisanterie, disant qu'il devrait laisser tomber le sujet, puisque les enfants semblent s'apprécier. Une tension soudaine éclate entre les deux frères, reflétée dans leurs yeux bleus perçants. Clac! L'empereur se penche soudainement en avant derrière un écran d'or, surprenant Cardin, qui demande ce qui ne va pas. Les deux hommes blonds se regardent avec des expressions graves et complices. En regardant par la fenêtre, l'empereur identifie la source du trouble comme étant le jardin secret. Une onde de choc massive traverse le jardin, tandis qu'une voix désincarnée se demande ce qui se passe. Les yeux d'Annette s'écarquillent d'alarme alors qu'elle réalise que les enfants sont en danger. L'explosion projette violemment les trois enfants sur le sol de pierre. Alors que la terrasse se fissure et se brise autour d'eux, le prince tend la main vers les jeunes filles tombent, criant le nom d'Audrey. Le prince essaye frénétiquement de réveiller Audrey, inconsciente, mais Annette, assise à proximité, lui conseille de ne pas la secouer. L'impératrice et l'impératrice douairière se précipitent sur les marches vers la scène, tandis que le prince appelle sa mère et sa grand-mère avec surprise. L'impératrice douairière remercie Annette pour son aide, et l'impératrice vérifie si elle est blessée. Annette esquive, disant que c'est Lady Méline qui a besoin d'attention. Une pensée d'un observateur invisible se demande ce qui se passe ici. Cardin et l'empereur arrivent, observant la scène chaotique dans le jardin. Le jeune prince lève les yeux emplis de larmes, appelant son père et son oncle. L'empereur ordonne qu'Audrey soit emmenée car le marquis Mélin l'attend, tandis qu'Annette observe avec inquiétude, espérant que la jeune fille n'est pas gravement blessée. Annette est surprise de trouver Cardin soudainement ses côtés, lui demandant quand il est arrivé. Il lui demande calmement si sa visite au temple s'est bien passée, la laissant bégayer une réponse. Prenant sa main, Cardin exprime son chagrin de la voir dans un tel état et d'avoir même blessé son visage. Tandis qu'il essuie délicatement une tache sur sa joue, Annette s'excuse mais insiste sur le fait qu'elle se rétablira bientôt. Cardin lui demande pourquoi elle devrait être désolée, et elle se demande doucement si c'est parce qu'elle l'a contrarié. Boudant, Annette fulmine intérieurement, se demandant pourquoi il ne la félicite pas après qu'elle ait fait de son mieux. Se réprimandant d'être enfantine, elle se tourne pour partir, mais Cardin l'arrête, lui demandant une dernière promesse. Il lui tient doucement le menton, observant qu'elle est couverte de coupures, mais ne s'est pas du tout plainte de la douleur. Cardin la regarde avec une expression préoccupée et sérieuse. Le groupe rassemble, Cardin déclare qu'ils doivent entendre ce qui s'est passé, tandis que le prince se plaint de ne pas pouvoir voir au-delà de sa mère. L'impératrice saisit l'épaule de son fils Michael, lui demandant sévèrement de répéter ses mots précédents, ce qui surprend le garçon qui réalise qu'elle écoutait. L'impératrice confirme l'avoir entendu dire Audrey qu'il abandonnerait sa famille et sa position de prince héritier. L'empereur exige une explication, et Michael explique qu'on lui a enseigné que le véritable amour signifie être prêt à tout abandonner. Ayant l'air irrité, l'impératrice se pince l'arête du nez, et demande à son fils qui lui a enseigné de telles absurdités. Elle jette un regard suspicieux à Cardin, se demandant s'il était la source de ses paroles déloyales, et affirmant qu'il ne ferait pas une telle chose. Cardin admet avoir dit quelque chose de similaire, mais demande son neveu s'il se souvient du contexte, laissant le prince confus. Il rappelle Michael qui lui a appris que la force est nécessaire pour protéger un être cher, et qu'être prêt à se sacrifier, c'est s'assurer de ne pas être obsédé par le seul pouvoir. Cardin défie le prince, lui demandant s'il pourrait vraiment protéger Audrey, après avoir tout jeté, et l'accusant d'agir sur un coup de tête. L'empereur admoneste Michael, lui rappelant son devoir envers l'Empire et son peuple, et s'interrogeant sur la trivialité avec laquelle il traite sa position. Dans un flashback, un jeune garçon blond confronte un homme blond et une femme aux cheveux violets.
insistant sur le fait qu'il s'est trompé mais garde des réserves. Le garçon, Mikhail, déclare qu'il ne sera pas prince héritier si cela implique d'épouser la jeune fille aux cheveux roses, annonçant qu'il épousera plutôt une certaine Audrey. L'homme blond se frappe le front, expliquant Mikhail que tout est un malentendu tandis que le jeune prince observe, confus. Le grand-duc masqué soulève la jeune fille aux cheveux roses dans ses bras, proclamant qu'elle est sa princesse, alors qu'elle demande nerveusement à être reposée. Choc. Mikhail demande si elle est la princesse de son oncle, et l'impératrice aux cheveux violets confirme que c'est vrai. Le grand-duc demande Mikhail pourquoi il le regarde comme un pervers, tandis que la jeune fille tente d'intervenir. Alors que Mikhail fait une crise de colère, l'homme blond le retient, tandis que d'autres appellent le prince héritier avec effroi. L'homme blond, tenant Mikhail endormi, remercie la princesse et promet de tout expliquer plus tard. Tandis que le couple royal part avec leur fils, le grand-duc rassure la princesse en lui disant que Mikhail est simplement puis. De retour au présent, la princesse aux cheveux roses semble complètement déconcertée, se demandant ce qui vient de se passer. Le grand-duc masqué la regarde, une expression pensive sur son visage, tandis qu'il considère la situation. La princesse assemble les morceaux, réalisant que l'incident chaotique doit être lié au prince héritier. Regardant droit devant elle, elle confirme ses soupçons que le prince héritier est au cœur du récent trouble. Le grand-duc se tourne vers elle, reconnaissant sa perspicacité et la félicitant d'être si prompte à comprendre. Il s'agenouille devant elle, expliquant qu'il ne peut pas encore lui donner de détails, car il doit d'abord enquêter sur l'affaire lui-même. Il promet de lui en dire plus tard, et elle, avec une expression inquiète, accepte ses conditions. Alors qu'il s'apprête à partir, il insiste pour la porter, lui rappelant qu'elle est blessée et ne peut pas marcher seule. Il l'emporte alors que le soleil se couche, ajoutant que c'est plus rapide ainsi, ce qui la fait soupirer légèrement. Un flashback montre un homme blond cruel hurlant sur son jeune fils, le déshéritant jusqu'à ce qu'il éveille son autorité. L'homme saisit violemment son fils, lui hurlant qu'il doit veiller une puissante autorité où il sera inutile. La Skène se déplace vers une chambre où le fils, maintenant adulte, place délicatement une couverture sur l'impératrice endormie, alors qu'elle veille sur leur enfant. Grincement. Il quitte discrètement la pièce, refermant la porte derrière lui. Il marche seul à travers un jardin clair par la lune, se dirigeant vers une grande fontaine à plusieurs niveaux. Debout près de la fontaine brillante, la narration explique que ce jardin arrière protégé était le terrain d'entraînement de la famille impériale. Il médite sur l'immense pression d'éveiller une autorité tandis qu'il se tient dans le jardin. UGH, il trébuche soudainement et tombe au sol, poussant un cri de douleur. Le souvenir revient de son père le réprimandant, 15 ans, pour être une honte, le jeune garçon ne pouvant que s'excuser. Son père annonce avec mépris qu'un enfant de 3 ans nommé Cardin devra plutôt commencer à s'entraîner avec lui. Le Garon est horrifié cette pensée, protestant que Cardin est bien trop jeune pour une telle chose. Son père Carter s'est inquiété, déclarant que la lignée est tout ce qui compte, et citant un royal ayant éveillé ses pouvoirs à l'âge de 5 ans. Le jeune garçon semble déconcerté, niant avec véhémence une accusation tacite de son père. Son bras lui tourne le dos, lui ordonnant froidement d'éveiller rapidement son autorité. Il part avec une dernière menace. S'il ne le fait pas, le petit Cardin dont il prend soin sera forcé de s'entraîner. L'homme raconte qu'il a stupidement veillé sa capacité cette nuit-là pour protéger son frère, Cardin, puis se demande voix haute. « Frère ?» Surpris, il lève les yeux et voit un autre homme entrer dans le jardin, ce qui le fait s'exclamer de surprise. Un homme blond à lunettes sourit doucement, demandant s'il a interrompu ses pensées. Le premier homme demande ce qui l'a surpris, et l'homme à lunettes explique qu'il enquêtait sur l'incident précédent. Il remarque que le jardin a déjà été restauré magiquement, mais qu'il a toujours des soupçons sur ce qui s'est passé. L'homme lunettes taquine son frère pour avoir enfin retiré son masque frustrant, car seuls les membres de la famille royale peuvent être dans ce jardin. Son frère détourne le regard tandis que l'homme à lunettes ajoute qu'il serait bon qu'il l'enlève pour de bon. L'homme à lunettes devient sérieux, demandant si Mikhail était celui qui s'était éveillé, et si son frère le savait depuis le début. Son frère a l'air puis, lui disant de ne pas commencer car sa belle-sœur lui a déjà fait la leçon. L'homme à lunettes insiste davantage, se demandant si la seule raison pour laquelle il avait gardé le secret était le jeune âge de Mikhail. Ses yeux se plissent alors qu'il aborde le cœur du problème. Il demande si l'autorité de Mikhail est la même que celle du défunt empereur. Erzin, son frère, admet qu'il avait raison, mais ajoute que la capacité de leur neveu semble bien plus grande que celle du défunt empereur. L'homme à lunettes se moque en disant que le défunt empereur pouvait à peine déplacer un verre d'eau,
mais son frère s'inquiète du pouvoir immense de Michal. Il explique que l'autorité étant liée à la force vitale, un grand pouvoir comporte de grands risques, et qu'il l'a gardé secret à cause de son propre passé. Il se souvient comment leur père coercitif a utilisé la crise pour veiller l'autorité et confesse qu'il n'en a parlé à personne, car il ne voulait pas lui ressembler. Son frère soupire qu'il est trop sérieux, lui rappelant le dicton de leur mère selon lequel ses enfants n'avaient jamais été ce qu'elle souhaitait. Il le taquine ensuite, lui demandant si l'incident n'était qu'une excuse pour éviter de rencontrer la fille d'un marquis, ce que son frère nie avec embarras. L'empereur blond conclut que l'incident en était la cause probable, et espère que Mikhaïl a retenu la leçon. Il se remémore la violente explosion, pensant que, tant que Mikhaïl ne pourra pas contrôler son pouvoir, il restera un danger pour lui-même et pour les autres. L'empereur reconnaît que sans la princesse, la situation aurait pu être un désastre et décide qu'il doit tout lui expliquer. Il décide de trouver une solution appropriée en lui révélant sa propre capacité à titre de référence. Une légende le présente comme Lucius, qui règne sur le temps, et il jure intérieurement qu'il ne peut rester les bras croisés et regarder sa bienfaitrice souffrir. Cardin demande ce qui se passerait si la capacité ne fonctionnait pas sur la princesse, ce qui pousse Lucius à révéler qu'il l'a secrètement testée auparavant. Lucius se souvient du moment, lors du dernier banquet, où il a donné une pierre de purification à la princesse. Un flashback montre la pierre de purification bleue lumineuse passant de ses mains aux siennes. Lucius explique qu'il a accéléré son temps d'1 semaine à ce moment-là, et propose maintenant d'utiliser sa capacité pour lui rendre sa forme originelle. Cardin coute avec une expression pensive et sérieuse. La scène se déplace vers une réunion formelle dans une pièce somptueuse, où Lucius s'adresse à la princesse, reconnaissant qu'elle a dû être très surprise. L'homme masqué, Cardin, explique à Annette que l'accident a été causé par une capacité de la famille impériale connue sous le nom d'autorité. Annette répond qu'elle comprend, ayant déjà anticipé cela d'après ce qu'elle avait entendu Hayworth. Elle se remémore l'histoire de l'autorité impériale, une force puissante qui se manifeste en temps de crise, mais qui est devenue dormante, à mesure que l'Empire se renforçait. Dans un cadre orne, sa pensée conclut. Elle croyait que ce n'était qu'une légende. Cardin clarifie que l'incident s'est produit parce que Mikhaïl est encore dans un état où il ne peut pas parfaitement contrôler son pouvoir nouvellement éveillé. Annette réalise intérieurement qu'il partage des informations aussi confidentielles avec elle, parce qu'elle a été un témoin direct de l'événement. Avec un sourire agréable, Lucius révèle que son autorité personnelle est liée au temps. Il explique que sa capacité lui permet de faire reculer le temps d'une personne ou d'un espace, capable de faire en sorte qu'une minute semble une année, ou vice-versa. Une Annette choque, se demande silencieusement pourquoi il lui révèle tout cela. Elle demande si l'autorité de Sa Majesté pourrait être utilisée pour retrouver son corps original, et Lucius confirme que c'est tout à fait possible. Annette se tait, plonge dans ses pensées, tandis que Cardin l'observe de l'autre côté de la table. Levant les yeux avec résolution, Annette s'excuse auprès de l'empereur. Elle détourne la tête, son expression conflictuelle et tourmentée. Lucius lui dit qu'il veut lui rendre le service qu'elle leur a rendu, mais Annette est stupéfaite qu'il révèle un si grand secret pour cette raison. Elle s'interroge sur le moment de cette offre, pensant que si son corps retrouve rapidement sa forme, cela résoudra tous les obstacles au mariage royal. Se souvenant du chaos de l'explosion, Annette se demande nerveusement si l'utilisation du pouvoir de l'empereur comporte des risques. Alors que Lucius lui offre son aide à tout moment, Annette demande s'il y a une limite ou une condition requise pour activer son pouvoir. Après un moment d'hésitation et un commentaire murmuré de l'impératrice, Lucius admet qu'il y a une condition. Surprise, Annette demande si le prix payé pour utiliser son pouvoir est sa force vitale. Lucius clarifie que la force vitale n'est pas la même chose que la durée de vie. C'est simplement de l'énergie qui peut être reconstituée avec suffisamment de repos. Annette confirme qu'elle a parfaitement compris son explication. Regardant le couple royal, elle demande quand son corps pourra retrouver son état d'origine. Elle est assise calmement, son expression sérieuse, tandis qu'elle contemple leur offre. Lucius, sentant son hésitation, la rassure qu'il va vraiment bien et qu'il est prêt à aider. Annette explique qu'elle ne refuse pas son aide, mais puisque le grand-duc a déjà engagé un magicien, elle souhaite d'abord attendre ses résultats. Cardin confirme que le magicien, Martin, lui a rendu visite la veille. Alors que l'impératrice reconnaît le nom de Martin, un flashback montre le magicien en robe prélevant le sang d'Annette, tandis que Cardin la réconforte doucement. Annette réfléchit à sa situation, une femme de 24 ans pigée dans le corps d'une enfant de 8 ans, et renforce sa détermination à retrouver son état d'origine. Cardin approuve sa décision,
lui assurant qu'il y aura d'autres moyens de résoudre son problème. Annette jette un regard rapide et incertain, toujours l'air troublé. Cardin tourne légèrement son visage masqué, son expression cachée alors qu'il l'observe. Lucius accepte ces conditions mais fixe une date limite. Si aucune solution n'est trouvée dans les 3 mois, ils procéderont à l'utilisation de son pouvoir. Marchant dans un jardin, Annette est submergée par la réalité de la magie dont elle n'avait fait que lire et par la pression de trouver une solution en 3 mois. Une migraine soudaine la frappe et elle serre sa poitrine de douleur. Le monde autour d'elle semble tourner, tandis qu'elle est prise de vertige. Halte. Sentant une présence, Annette crie qu'elle sait que quelqu'un est là, surprenant le prince Michael qui se cachait. Elle se retourne et demande sèchement au prince Michael ce qu'il fait là. Michael surgit de sa cachette, les yeux pétillants, admettant avec enthousiasme qu'il était extrêmement curieux à son sujet. Il l'appelle avec enthousiasme sa partenaire de mariage politique et s'extasie sur la façon dont elle a été géniale en les protégeant, lui et Audrey, lors de l'effondrement du jardin. La princesse aux cheveux roses déclare son désir d'être forte comme son oncle l'a dit, puis demande à Michael si le grand-duc l'a déjà mentionné. Michael confirme avec enthousiasme que son oncle a beaucoup parlé de la princesse, ce qui la pousse à demander nerveusement ce qu'il a dit. Tapant sa TTE, Michael peine à se souvenir du mot spécifique que son oncle a utilisé pour la décrire. La princesse attend, le souffle coupé, se demandant avec anxiété ce que le grand-duc aurait pu savoir d'elle, tandis que Michael se souvient enfin. Son esprit s'emballe avec des possibilités sombres, se demandant s'il l'a traitée de bête, de maudite, ou s'il a mentionné ses yeux rouges sinistres. Avec un sourire éclatant, Michael annonce que son oncle l'a qualifiée de personne qu'il respecte le plus au monde. La princesse reste sans voix, répétant doucement le mot respect dans une incrédulité totale. Michael demande avec excitation si elle est plus forte que son oncle, ce quoi elle admet timidement qu'ils ne se sont pas affrontés. Le grand-duc masqué apparaît soudainement, déclarant avec confiance que lors d'un combat entre eux, la princesse gagnerait. Michael court embrasser son oncle, qui s'agenouille et le félicite, PR, disant qu'il grandira encore plus maintenant qu'il a vailli son pouvoir. Quand Michael demande s'il perdrait vraiment face à la princesse, le grand-duc répond affectueusement qu'il ne pourrait jamais lever la main contre elle. La princesse est stupéfaite en réalisant que sa définition de la défaite est une de pure affection. Le grand-duc dit à Michael qu'il est temps de rejoindre l'impératrice dans la salle de réception, et le garçon court avec impatience devant. Alors que Michael s'éloigne en courant, le grand-duc se tourne vers la princesse et lui demande où elle était. Il explique qu'il revenait de la visite chez Martin et que la recherche qu'il a demandée prendra du temps. Une boîte cadeau rose magnifiquement emballée avec un grand ruban est montrée. Il présente la boîte cadeau à la princesse qui la fixe avec un regard interrogateur. Il lui offre le cadeau, lui disant d'essayer une douceur, puisqu'il sait qu'elle les aime. La boîte s'ouvre pour révéler une collection de bonbons Sfric, scintillants et multicolores. La princesse met curieusement l'un des bonbons dans sa bouche pour le goûter. Ses joues se gonflent alors qu'elle savoure la friandise, et le grand-duc observe, soulagé qu'elle semble l'apprécier. Lui disant de profiter du bonbon, il la prend soudainement dans ses bras pour la porter, ce qui la fait protester qu'elle est une enfant et veut être posée. Elle se débat férocement lui criant de le traiter comme une enfant, tandis qu'il simule une blessure, s'écriant qu'elle lui fait mal. À l'intérieur du palais, il affirme dramatiquement qu'elle l'a contusionnée, et elle admet en s'excusant qu'elle n'a pas réussi à contrôler sa force. Marchant dans un grand couloir, il lui dit qu'elle doit être plus douce, puis demande sournoisement si ça fait vraiment mal. Il trouve Michael hésitant devant une porte, et le grand-duc lui demande pourquoi il n'est pas encore entré. Le jeune prince regarde nerveusement vers la pièce, balbutiant à propos de sa tante et de son oncle. Confuse, la princesse demande si quelque chose ne va pas, et Michael admet qu'il a du mal à l'entrer. L'impératrice apparaît dans l'embrasure, déclarant qu'elle est sortie cause du bruit, et Michael salue joyeusement sa mort. L'impératrice réprimande sévèrement Michael pour son retard, alors que des invités attendent, mais il insiste nerveusement que ce n'est pas le cas. Une jeune fille aux cheveux noirs nommée Audrey du marquisat de Mélin se présente formellement, et la princesse aux cheveux roses prononce son nom avec inquiétude. Audrey offre un sourire doux et agréable. Maintenant assise sur un canapé, la princesse est inconfortablement prise en sandwich entre Michael et Audrey, se demandant pourquoi ils ont tous deux choisi de s'asseoir à côté d'elle. Elle se souvient que lorsqu'Audrey la salue plus tôt, elle l'a correctement identifiée comme Princess Hayworth. Réalisant qu'Audrey connaît sa véritable identité, elle se demande pourquoi la jeune fille n'a pas peur, et si elle n'a pas entendu les rumeurs terrifiantes à son sujet. Audrey se prépare à partir, mais Michael l'arrête rapidement, lui demandant d'attendre 1 minute. Se penchant plus près,
Michael demande nerveusement à Audrey si elle a peur de son nouveau pouvoir. Audrey le regarde calmement et déclare simplement qu'elle n'a pas peur. Se tournant vers la princesse, Audrey lui tapote doucement la main et lui dit de se réjouir, laissant la princesse confuse mais reconnaissante. Audrey explique qu'elle n'a pas eu l'occasion de remercier la princesse pour l'incident dans le jardin, ayant appris les détails de l'impératrice douairière. S'inclinant profondément, Audrey remercie sincèrement la princesse Hayworth de lui avoir sauvé la vie, laissant la princesse troublée et évasive. Audrey mentionne qu'elle n'avait entendu que des rumeurs, ce qui fait se demander la princesse si elle fait référence aux rumeurs selon lesquelles elle serait un monstre. Audrey complimente les beaux yeux et les cheveux roux de la princesse, la comparant à une rose et avouant son envie, ce qui laisse la princesse rougissante et touchée. Michael intervient pour louer également les cheveux d'Audrey, ce qui fait rougir Audrey et plaisanter qu'il est simplement pris d'elle. L'impératrice observe la scène sur un visualiseur magique, disant avec confiance au grand-duc qu'Audrey n'exposera pas l'identité d'Annette, tandis qu'Annette discute joyeusement avec un oiseau à l'écran. Le grand-duc croise les bras, boudeur que même les enfants semblent lui avoir volé la princesse, ce qui fait comprendre l'impératrice sa raideur précédente. Un souvenir de la princesse riant librement et joyeusement avec les deux enfants défile. La scène transite le long d'un couloir de palais orné et vide. Alors qu'il marche, le grand-duc commente qu'il ne l'a jamais vue rire aussi librement, lui demandant si elle a apprécié son temps avec les enfants. Il trouve son visage rieur mignon et, remarquant qu'elle doit être fatiguée d'avoir parlé avec les enfants, lui propose de la porter jusqu'à sa chambre. Dans un grand hall, Annette insiste auprès de Cardin, masqué, qu'elle peut marcher seule, et lui demande de ne pas la traiter comme une enfant. Cardin explique qu'il est contrarié parce qu'elle néglige son propre bien-être, et lui demande de promettre qu'elle prendra soin d'elle à partir de maintenant. Réfléchissant à sa demande, Annette s'avoue qu'elle ne comprend pas vraiment ce que signifie prendre soin de son propre corps. Tout nous-mêmes. Elle se remord sa vie brutale. Combattre des monstres, réfléchissant qu'elle est tellement habituée à la douleur, qu'elle ne sait pas comment prendre soin d'elle-même. Cardin supplie de nouveau la princesse de prendre soin d'elle tandis qu'elle lève les yeux, se concentrant sur son regard intense. Alors que Cardin suggère qu'ils y aillent ensemble, Annette lui demande s'il est en colère, parce qu'elle n'apprécie pas d'être traitée comme une enfant. Couvrant son visage, Cardin lui dit qu'elle ne sait pas à quel point elle est charmante, ce à quoi Annette répond simplement « Ah, je vois ». Annette pense que sa véritable question ne concerne pas la façon de prendre soin de son corps. Elle poursuit sa réflexion, se demandant quelle est la sincérité derrière son masque, le laissant visiblement confus. Elle se demande si sa gentillesse est sincère ou s'il s'agit simplement d'amusement et de tromperie visant sa forme d'enfant. Annonçant qu'elle n'est pas en colère, Annette déclare son intention d'assister au banquet et demande s'il y sera avec la famille royale. Cardin confirme qu'il y a un banquet mais explique qu'ils mangent habituellement séparément à cause de son masque. Annette comprend, se souvenant qu'il lui avait dit que son visage avait été défiguré par le sang de monstre. Elle ressent une pointe de sympathie, réalisant à quel point il doit être seul en mangeant seul. Après avoir réfléchi à ses propres repas solitaires, elle envisage de lui demander de manger avec elle mais hésite, ne voulant pas le mettre mal à l'aise à cause de son masque. Décidant de changer de sujet, elle lui dit qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait faire, et il lui offre avec empressement de réaliser n'importe lequel de ses vœux. Il devine correctement qu'elle veut apprendre l'étiquette, ce qu'elle confirme n'avoir jamais appris correctement enfant. Elle ajoute qu'elle veut aussi étudier l'histoire de l'Empire Arcan et demande à visiter la bibliothèque. Bien que brièvement soupçonneux de ses motivations, Cardin carte ses doutes et accepte volontiers sa demande d'accès à la bibliothèque ou tout ce qu'elle désire. Ouah! Folle de joie et rougissante, Annette est stupéfaite par son accord immédiat et inconditionnel. Elle s'émerveille de ce gain inattendu, ravie à l'idée de lire des livres de la bibliothèque impériale, après une vie entière passée à n'avoir que des textes abandonnés. Cette pensée la fait s'arrêter, se souvenant que son frère, Franz, l'a aussi aidé à lire des livres. Un flashback explique que son frère, Franz, était traité comme un prince avant le décès de leur mère, l'ancienne reine. Après la mort de leur mère en donnant naissance à Annette et l'accession d'une nouvelle reine au trône, Franz est devenu un paria, considéré comme un fardeau. Un montage montre que malgré sa faiblesse physique, Franz a soutenu Annette en lui fournissant des livres et des poids pour son entraînement, étant son unique frère. Tire de ses souvenirs, Annette a l'air inquiète et se demande si Franz va bien. Cardin interrompt ses pensées, lui demandant pourquoi elle est soudainement si curieuse au sujet de l'Empire et du Grand-Duché. Elle bégaye, prise au dépourvu. Elle explique que puisque l'Empire Arcan est maintenant sa maison et que le Grand-Duché de Arzent est l'endroit où elle vivra, il est naturel de vouloir en apprendre davantage.
Rougissante, elle pense que c'est la première fois qu'elle exprime ses vrais sentiments aussi ouvertement. Cardin reste silencieux, lui tournant le dos, une rougeur montant le long de son cou. Il se tourne et s'agenouille, la remerciant sincèrement pour ses mots et exprimant son bonheur, ce qui la fait bégayer en réponse. Se levant, Cardin lui suggère de visiter une autre bibliothèque au lieu de celle impériale. Il touche doucement ses cheveux et lui offre l'accès à la bibliothèque de notre château, la laissant s'interroger sur son usage du mot notre. Il l'informe que ses subordonnés arriveront du Grand-Duché demain et qu'ils partiront juste après le déjeuner. Quand elle l'interroge sur le fait qu'il appelle cela notre château avant qu'il ne soit marié, il répond nonchalamment que ce ne sera pas long maintenant. Elle exprime sa surprise face au départ soudain, mais il explique qu'il a ordonné à ses hommes de voyager sans arrêt pour la récupérer rapidement. Il révèle son intention d'informer sa mère ce soir, afin que tout le monde soit au courant de leur départ d'ici le matin. Quand elle interroge la soudaineté, il répond fermement non, expliquant que sa popularité lui rend difficile de la garder pour lui si elle reste plus longtemps. Une minuscule et malicieuse version de Cardin déclare qu'il devrait partir dès que possible, tandis qu'une minuscule et confuse Annette se demande si c'est la vraie raison. La scène se déroule avec le son aigu et rythmé de bottes qui marchent. Dans un court flash-forward, une légion d'hommes lui jure une allégeance inébranlable en tant que nouvelle maîtresse de la maison grand-ducale. La scène se déplace vers Cardin, rendant visite à une femme aux cheveux argentés dans un salon, qui lui demande ce qui l'amène. Il prétend qu'il a simplement manqué sa mère. La femme sirote son thé avec une expression sceptique, lui disant d'arrêter de tourner autour du pot et d'énoncer son véritable objectif. Allant droit au but, Cardin demande ce qu'elle a pensé d'elle, incitant sa mère à clarifier s'il parle de cet enfant. Sa mère déclare sans détour que la fille est trop bien pour lui. Mais Cardin se contente de sourire et convient que leur princesse est adorable. La femme aux cheveux argent observe que, contrairement aux rumeurs, Annette est plutôt ordinaire et possède une étiquette de base impeccable malgré son manque d'éducation formelle. Cardin rejette les rumeurs comme étant insignifiantes et demande sèchement à sa mère si elle en veut à la princesse. Soupirant, sa mère admet qu'elle ne supporte pas de le voir porter ce masque étouffant. Il répond que c'est inévitable. Voyant son propre reflet dans son thé, elle déclare avoir renvoyé tout le monde et lui ordonne de retirer son masque. Demaskov, un homme blond aux yeux rouges, remercie sa mère, ajoutant effrontément qu'il voulait qu'elle se souvienne de son beau visage avant son départ. Sa mère, l'impératrice douairière, rétorque qu'il serait préférable qu'il ne puisse pas parler, puis lui demande où il va. Il annonce nonchalamment qu'il partira avec la princesse demain, choquant sa mère en lui disant de ne pas avoir l'air dû. Lorsqu'elle demande si c'est tout ce qu'il est venu dire, il explique sérieusement que si elle s'y oppose, la princesse ne partira pas. Il lui fait un joyeux pouce levé, lui disant de ne pas être comme ça, tandis qu'elle bouillonne de frustration. Il lui fait une offre alléchante, suggérant que plus tôt ils partiront, plus tôt elle verra ses petits-enfants. Alors qu'une image de deux adorables enfants traverse son esprit, l'impératrice Douairière, trouble, se demande s'il parle de petits-enfants. Elle le réprimande pour avoir taquiné ses aînés, mais il insiste avec un air suffisant sur le fait qu'il est tout à fait sérieux. Alors la fille du roi, qui était une fée, se rendit invisible et suivit le prince. Quand ils arrivèrent au palais, on fit de grandes fêtes. Portant son nouveau masque, il fait ses adieux à sa mère depuis le seuil, promettant de la revoir demain et d'écrire souvent. L'impératrice Douairière soupire son départ, se demandant de qui son fils en tient cela. Elle reste seule dans la pièce calme et ornée, perdue dans ses pensées après leur conversation. Dans une autre scène, Mikhaïl fait une crise de colère par terre, pleurant pour que sa tante ne le laisse pas derrière. L'impératrice ramasse son fils en pleurs, lui rappelant sévèrement de maintenir sa dignité de prince héritier. Mikhaïl rappelle en larmes la princesse sa promesse de lui enseigner l'escrime, et elle promet qu'elle sera de retour bientôt. Quand il demande si elle est sérieuse, elle promet de revenir pour le mariage royal, et de l'aider avec son entraînement à ce moment-là. Tandis que la famille impériale se rassemble, l'impératrice regarde la princesse aux cheveux roses, et la remercie sincèrement pour tout. L'impératrice l'encourage à ne pas faire d'adieu définitif, espérant qu'ils se reverront en bonne santé. Apprenant que les cadeaux de fiançailles sont envoyés aujourd'hui, la princesse demande anxieusement s'ils envoient tout de la liste originale, massive. L'empereur et l'impératrice se tiennent ensemble, et ils confirment avec un sourire qu'ils envoient effectivement tout. La princesse s'inquiète que la liste de cadeaux, qui avait choqué son propre royaume, soit bien trop importante. Le grand-duc masqué lui dit que ce n'est pas du tout excessif. Mais elle semble toujours peu convaincue. L'empereur insiste que sa valeur est bien plus grande, et l'impératrice convient que les cadeaux sont loin d'être suffisants pour l'accueillir dans l'Empire.
S'agenouillant ses côtés, le grand-duc la rassure que les cadeaux ne sont pas excessifs, croyant même qu'ils ne sont pas suffisants. Le bruit de sabots tonitruants résonne alors que des chevaux s'approchent au galop. Le grand-duc annonce l'arrivée des chevaliers du château grand-ducal. Une troupe de chevaliers à cheval, menée par un capitaine au visage sévère, entre dans la cour. En parfait unisson, les chevaliers s'inclinent et saluent formellement la princesse en tant que nouvelle dame de la maison grand-ducale. La princesse est perplexe, se demandant pourquoi les chevaliers ne semblent pas surpris de la voir. Le grand-duc explique qu'il ne serait pas convenable qu'il soit surpris, plaisantant qu'il craignait davantage qu'il ne soit stupéfait par sa beauté. Les chevaliers restent bouche bée, tandis qu'un homme aux cheveux bruns et aux lunettes se précipite vers le grand-duc. L'homme lunette dit aux chevaliers de se ressaisir, tandis que leur capitaine rapporte au grand-duc qu'ils sont PRTS partir. Le grand-duc remarque qu'il manque quelqu'un avant d'apercevoir sa mère arriver, soulagé qu'elle soit enfin là. L'impératrice Douairir s'approche et demande la princesse s'il pourrait parler en prive un instant. Surprise, la princesse accepte, s'adressant formellement à l'impératrice Douairir. L'impératrice Douairir conduit la jeune princesse sur un balcon tranquille pour leur entretien privé. Avec un sourire triste, l'impératrice Douairir avoue que malgré les paroles de son fils Carden, elle ne peut s'empêcher d'être triste de la voir partir. Elle explique qu'elle a fait modifier d'autres tenues pour la princesse et les a chargées sur sa calèche, puisque son départ était si soudain. La princesse est profondément touchée, remerciant l'impératrice Douairir et se sentant submergée de gratitude. Elle se souvient de l'impératrice Douairir, se plaignant des robes encombrantes de la famille Hayworth, ce qui rend le geste encore plus significatif. Gênée par cette gentillesse, la princesse sent qu'elle devrait exprimer qu'on lui a donné plus qu'elle ne mérite. L'impératrice Douairir dit qu'elle voulait lui offrir un dernier cadeau en personne, ouvrant une petite boîte élégante. Elle lui présente une paire de magnifiques boucles d'oreilles vertes en forme de gouttes, expliquant qu'elles sont un souvenir de sa propre famille. Embrassant la jeune fille, elle la remercie d'être devenue sa fille et une partie de leur famille. Submergée par l'émotion, la princesse s'accroche à l'impératrice Douairir, tandis que les larmes coulent sur son visage. Elle pleure de manière incontrôlable, se demandant quand elle s'est permis de pleurer aussi librement pour la dernière fois. Elle réalise que c'est la première fois qu'elle pleure ainsi depuis la mort de quelqu'un nommé Sarah. Le grand-duc se précipite, demandant sa mère pourquoi elle a fait pleurer la princesse, tandis qu'ils tentent tous deux de réconforter la jeune fille en pleurs. L'empereur et l'impératrice observent la scène mouvante se dérouler de loin, leurs expressions empreintes d'inquiétude. Tandis que sa famille observe, le grand-duc et sa mère réconfortent doucement la princesse en pleurs, lui offrant d'essuyer ses larmes. Alors qu'un carrosse cahote, une voix invisible remarque que les yeux de la princesse sont gonflés d'avoir pleuré. À l'intérieur du somptueux carrosse, Annette demande à Carden masqué de ne pas la taquiner. Carden explique qu'il a été sincèrement surpris en apprenant qu'elle pleurait après sa discussion avec sa mère. Les yeux fermés, une Annette rougissante s'excuse de l'avoir inquiétée. Il lui dit doucement de ne pleurer que devant lui désormais, afin qu'il puisse être celui qui lui tendra un mouchoir. Changeant de sujet, Carden présente une lettre à une Annette surprise. Il révèle que la lettre vient d'Audrey, la fille du marquis, et Annette reconnaît le nom. Froissement. Annette prend la lettre, son expression empreinte d'une tranquille curiosité. En lisant la lettre, Annette apprend qu'Audrey espère correspondre et lui recommandera des livres. Elle décide de préparer des cadeaux pour tout le monde, et Carden lui offre volontiers son aide. Le carrosse poursuit son chemin à travers une forêt à la tombée de la nuit. L'un des hommes de Carden rapporte que la zone est dégagée, mais qu'ils doivent camper pour la nuit. Carden se tourne vers Annette et lui demande si l'idée de camper lui convient. Elle l'assure qu'elle va bien, ayant souvent campé lors de la subjugation de bêtes démoniaques, bien qu'elle admette en privé qu'elle y est bien trop habituée. Carden l'aide à descendre du carrosse, lui rappelant doucement de faire attention où elle met les pieds. Annette marmonne doucement qu'être appelée princesse est un peu trop, pour se rendre compte que ces hommes l'ont entendue alors qu'ils tentent maladroitement d'ignorer son commentaire. Un attendant appelle Carden un instant, et il dit à Annette qu'il sera de retour tout de suite. Alors que Carden s'en va, un autre attendant lunette propose de guider Annette vers un lieu de repos. En traversant le camp, Annette remarque l'état impressionnant des uniformes et des armes des chevaliers. Regardant les chevaliers installer le camp, elle se demande comment son ancien ordre de chevaliers se porte. Un flashback la montre en commandant adulte, à cheval, ralliant ses troupes épuisées durant une féroce bataille. Le souvenir continue, montrant ses chevaliers engagés dans une lutte désespérée et sanglante. Après la bataille, ces hommes sont assis autour d'un feu de camp, louant avec enthousiasme sa performance incroyable. Un chevalier exprime son admiration de voir leur commandante combattre en personne pour la première fois.
Un autre chevalier loue son talent, digne de l'ordre du royaume de Hayworth, tout en taquinant son camarade pour être un novice évident. Se tenant à proximité, Annette entend ses hommes discuter de la nouvelle décourageante selon laquelle leur augmentation de budget a de nouveau été annulée. Les chevaliers expriment leur choc et leur frustration, apprenant que leur demande de budget a été rejetée et blâmant leur manque de statut noble. Ils se plaignent amèrement d'être les plus compétents tout en gagnant moins que la garde royale choyée. Entendant leurs difficultés, Annette regrette de s'être approchée, car l'un d'eux mentionne ses efforts infructueux auprès du ministre des Finances. Tandis qu'un chevalier demande qui nettoie le désordre et qu'un autre s'inquiète de sa dette, l'expression d'Annette se durcit de frustration. Les hommes partagent leurs difficultés financières personnelles, incapables même de se prêter de l'argent pour les besoins de leur famille. Annette fulmine intérieurement, envisageant de détourner des profits des parties de bêtes démoniaques pour payer ses propres dettes, mais se réprimandant pour cette pensée désespérée. De retour au présent, Annette réfléchit à son ancienne illusion, selon laquelle des missions réussies résoudraient tout, alors qu'elle n'avait fait qu'accentuer la discrimination de la famille royale à son égard. Cardin la trouve assise seule près du feu, et s'approche avec un bol de soupe. Lui offrant son dîner, il lui demande doucement quoi elle pensait. Il remarque que la soupe de légumes chaude a refroidi à la température parfaite pour elle. Tenant une cuillère, Cardin essaie de la nourrir, lui disant de dire « Ah !» sa grande surprise. Gne. Annette insiste sur le fait qu'elle peut manger seule. Il persiste, disant qu'il sait mais qu'il veut la nourrir, tandis que sa voix intérieure l'exhorte à être ferme. La remerciant de sa conformité, il maintient la cuillère stable devant elle. Elle ouvre la bouche avec hésitation et accepte la nourriture, rougissant en mangeant. La flèche de Cupidon frappe Cardin, tandis qu'il s'extasie intérieurement sur sa mignonnerie. Il lui dit qu'il a réfléchi à quelque chose et qu'il en est devenu assez confiant. Les joues encore pleines, Annette lui demande curieusement ce que c'est. Il lui propose avec assurance de l'endormir la nuit si elle a des difficultés, la laissant figer sous le choc. Tandis que ses hommes se figent également d'incrédulité, Cardin redouble d'efforts, promettant qu'il sera là pour l'endormir. Ouch! Elle s'enfuit dans les bois, laissant un Cardin perplexe l'appeler. Furieux, Cardin saisit l'homme, niant, mais Nathan lui fait remarquer qu'il parlait d'avoir des enfants avec quelqu'un qui ressemble à une enfant. Tandis que Cardin reste stupéfait, Annette apparaît derrière un arbre, complètement déçue, et le traitant de grand-duc pervers, tandis qu'il balbutie que ce n'était pas son intention. La princesse est assise dans sa calèche, rougissant tandis que son cœur bat la chamade, pensant que cela ressemble trop à un couple marié. La scène se déplace vers une nuit sombre à l'avant-poste de l'ordre des chevaliers de subjugation des bêtes démoniaques de Hayworth, où une voix demande le nombre de blessés et de morts. Un rapport confirme que les 2 chiffres ont doublé, et une voix sinistre avertit que l'existence même de l'ordre des chevaliers est désormais en péril. Sur l'image d'un blason orné, une personne demande à quel point la situation est devenue grave. John Millard, vice-commandant de l'ordre royal des chevaliers de Hayworth, ricane intérieurement, estimant que l'ordre est en péril, simplement parce qu'un commandant est parti.